On peut lire dans le vieux journal d'un ancien, qu'un étranger est un jour arrivé au village. Son apparence n'inspirait pas confiance au premier regard. Il n'a pas fait bonne impression en arrivant. Il a dû avoir vécu d'horribles choses, car son regard était dangereux. Personnellement, j'aurais préféré qu'il s'en aille. Mais, le généreux aîné accueillit l'étranger. Comme à mon habitude, j'ai préféré m'occuper de mes affaires. Ça fait 4 jours que cet homme est venu dans notre village. Il était très silencieux. Comme s'il n'était pas là. Une poignée de villageois bruyants semblait lui montrer de l'intérêt. Personnellement, je m'en foutais. Une semaine plus tard, et maintenant 10 jours que cet homme s'est présenté. Dorénavant, je sais ce qu'il a fait. Quelques garçons qui ont regardé par-dessus la clôture me l'ont dit. Il manierait son épée tous les jours. On aurait dit qu'il avait un passé, mais c'était tout. Je m'en foutais toujours. Et puis, un autre mois est passé. Il continuait à manier son épée devant chez lui. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Un autre mois est passé. Toujours la même chose. L'homme manie son épée, et les villageois en parlent. Disant qu'il se prépare à la vengeance, que c'est un chevalier déshonoré ou un célèbre mercenaire. Honnêtement, c'est juste chiant et bruyant. Je n'y porte vraiment aucun intérêt. Demain, j'irai le voir manier son épée. Il s'est entraîné pendant plus de 6 mois, sans manquer une seule journée. À ce stade, même en résistant, la curiosité me vaincra. À quel point est-il rapide? À quel point est-il fort? À quel point maîtrise-t-il l'art de l'épée? Je le verrai moi-même demain. Décevant. Très décevant. Pour les villageois qui n'y connaissent rien au maniement de l'épée, ça peut paraître impressionnant. Mais moi qui ai un meilleur jugement, étant donné que j'ai croisé de nombreux épéistes durant mes jours de travail. Ce n'est pas du tout impressionnant. C'est même médiocre. Il doit y avoir une histoire. Une histoire qui nous fait mal à la poitrine et qui nous brûle le cœur. Mais ces efforts ne vont probablement pas l'aider. Je me sens con et également désolé. À partir de maintenant, je dois vraiment arrêter de m'en préoccuper. Une famille est venue au village. Un ancien mercenaire accompagné de sa fille et son fils. Sa fille se nomme Réma. C'est une personne très pure. Aucun être n'est plus angélique qu'elle lorsqu'elle vous salue avec son sourire. Je devrais lui parler demain. Oh, ce n'est pas très important, mais l'homme a continué à manier son épée aujourd'hui. Ça fait déjà 3 ans. Je me sens bizarre, pas forcément mal, mais pas forcément bien non plus, donc j'ai pris ma plume. C'était la première fois depuis un moment. Après 2 ans de fréquentation, Réma est devenue ma femme. Je ne pouvais pas rêver mieux. Toutes mes journées étaient remplies de bonheur. Mais bizarrement, lui, qui n'avait rien à voir avec moi, ne sortait pas de ma tête. 5 ans c'est quand même long. Alors que beaucoup ont expérimenté à maintes reprises le cycle de la joie et de la tristesse. Il reste dans la cour, à manier, et encore manier. Pendant combien de temps ça va encore durer? Dès demain, je le surveillerai chaque jour. L'homme s'entraîne depuis 5 ans, 1 mois et 12 jours. L'homme s'entraîne depuis 5 ans, 4 mois et 15 jours. L'homme s'entraîne depuis 6 ans, 2 mois et 18 jours. Durant le 3e jour du 9e mois de la 9e année, il y a eu beaucoup de neige, mais l'homme continuait à s'entraîner. J'ai eu un enfant avec Réma, mon adorable fille Laura. Les villageois se sont rassemblés pour nous féliciter. Et l'homme continuait son entraînement. 7 ans, 10 mois, et 27 jours passèrent. On voit l'homme continuer à lever son épée la nuit tombée. La pluie commença à tomber, s'abattant sur l'homme sans que celui-ci n'y prête la moindre attention. Donc aujourd'hui, ça fait 15 ans et... Ah, maintenant que j'y pense, je n'ai pas vérifié s'il s'entraînait ou pas récemment. Il doit probablement s'entraîner. Tout comme le soleil se lève le matin et la lune le soir. Son entraînement est devenu tellement évident. Je devrais arrêter cette connerie. On entend des enfants appeler leur grand-père, l'auteur du journal est maintenant vieux. Son petit-fils vient le réveiller au lit, celui-ci le traite de dormeur. L'homme lui dit ensuite, en parlant de lui à la 3e personne, d'arrêter d'embêter son grand-père. On voit une jeune femme dire aux enfants de se préparer à sortir. Le vieil homme se mit ensuite en position assis sur son lit, puis appelle la fille, Laura. Celle-ci demande à l'homme s'il est réveillé en l'appelant père. L'homme demande à sa fille où elle va avec les enfants.
Laura lui répond qu'elle va au marché d'un village voisin avec les enfants et demande à son père s'il veut se joindre à eux. Il décline la proposition de sa fille, en leur disant qu'ils peuvent y aller. Il regarde ensuite sa fille et son petit-fils partir par sa fenêtre. Il décide d'aller faire une petite balade dans le village. On nous montre un beau ciel et les feuilles des arbres encore vertes. L'homme prend une inspiration puis dit qu'il trouve l'air agréable. On voit que tout le monde dans le village apprécie le vieil homme et le salue, il semble qu'il est devenu le chef de ce village. Continuant sa petite balade, l'homme pense que le temps est quand même quelque chose d'impressionnant car le village a bien changé. Il arrive ensuite à un endroit particulier. En regardant la porte abîmée de cette propriété, il pense que tout a changé, sauf cet endroit. Il dit que cela fait à peu près 37 ans. Curieux, il décide de se rapprocher de l'endroit. Puis jette un coup d'œil, soudainement on voit le regard de l'homme changer, celui-ci montrait une expression d'étonnement. Le vieil homme s'est mis à marcher plus vite. On le voit se précipiter vers un homme qui tenait une grande épée dans ses mains. Arrivé devant l'homme, le vieil homme le fixe avec un air désemparé. On voit des mains tenir fermement une épée. L'homme était effondré sur ses propres genoux, dégageant une puissante aura, persistant quand même à tenir son épée jusqu'au bout. La rage dans ses yeux, il n'a pas laissé tomber son épée jusqu'à la fin. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de lui. Quand le halo argenté a disparu de son corps, je l'ai allongé, et fermé ses yeux. Le vieil homme le regarde, ne sachant pas quoi dire. Il dit juste qu'il espère sincèrement qu'il soit parti dans un meilleur endroit. Nous voyons ensuite un jeune garçon ouvrir les yeux et crier, celui-ci ne comprenant pas ce qui se passe, se demande si ce qu'il vient de voir était un rêve. Nous sommes à présent au district spirituel de Pereira. Le district spirituel de Pereira est situé au sud du royaume de la Grêle. Il est connu pour sa servitude auprès de nombreux royaumes voisins. Mais il y a autre chose plus connue que ça dans ce royaume. Ce sont les enfants du baron Pereira, dit un homme en armure de chevalier. On voit que 3 gardes en armure sont en pleine conversation. Le garde le plus grand rajoute que, surtout la princesse Kirill, âgée de 11 ans, elle a officiellement reçu le titre d'enchanteresse. Un autre garde plus jeune, demande si elle a été nommée par la famille royale en personne. Le premier lui répond que c'est bien ce qu'il lui dit, il le sait bien lui aussi non. Le jeune garde, très enthousiasmé par la discussion, répond aussitôt que oui il sait. Il a même entendu dire qu'ils sont plus difficiles à trouver que les rois sorciers. Un troisième garde avec une frange est présent, il écoute les 2 autres sans rien dire, montrant un air agacé. Le garde le plus âgé confirme ce fait. Le troisième garde qui jusque-là ne disait rien, coupe la conversation en disant « Et donc ?» Cela ne semble pas l'impressionner car pour lui, elle est la première à s'être éveillée. Le garde le plus grand semble lever le ton avec les 2 autres. On voit qu'il s'énerve après les propos de l'autre garde, il lui demande ce qu'il raconte comme bêtise devant la recrue. Il rajoute que comme la nouvelle recrue n'est pas de la ville, il devrait savoir ce qu'il en est. Il traite ensuite l'autre de raclure, lui demandant depuis quand il répond à son aîné. Gêné, le nouveau pense qu'en fait il connaît l'histoire, mais juge qu'il ferait mieux de jouer le jeu. Le garde avec la frange, qui visiblement semble avoir son propre avis sur la question, persiste auprès de son aîné et dit que Kirill est assurément connu, mais, le plus connu est le rejeton Irène Pereira. Surnommé le noble bon à rien. Il a perdu sa mère quand il était jeune, et n'a rien fait depuis jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 15 ans. Il restait dans sa chambre toute la journée. Il ne faisait rien à part dormir, donc ce surnom lui a été donné. Perdre sa mère devant ses yeux est une chose que tout le monde peut comprendre. Les 3 gardes continuèrent leur conversation ensemble, puis tout d'un coup, l'aîné semble interpellé par quelque chose, il se demande ce qui se passe. Il tourne la tête puis semble très surpris par ce qu'il vient de voir. Il venait en fait de voir que la seconde femme du baron était là, elle était accompagnée de Kirill Pereira. Kirill Pereira prend la parole et demande aux gardes qui leur a permis d'être aussi odieux pendant leur service. Les 3 gardes s'inclinent aussitôt devant les 2 femmes tout en présentant leurs excuses. Kirill Pereira les regarde faire, puis leur demande pourquoi ils font des choses si c'est pour s'excuser derrière. À ces mots, les 3 gardes répondent en même temps, que cela ne se reproduira plus. Pour Kirill Pereira, ça ne suffit pas de juste dire que cela ne se reproduira plus, elle enchaîne en voulant revenir sur ce qu'il était en train de dire tout à l'heure. Les 3 gardes, ne sachant pas quoi répondre se mirent à bégayer. La femme du baron calma sa fille, invita celle-ci à ne pas en faire plus, bien que Kirill Pereira n'était pas du tout satisfaite de la situation. Sa mère dit, qu'elle pense qu'ils ont compris la leçon et qu'ils ne recommenceront plus,
elle demande ensuite aux gardes, n'est-ce pas? Les 3 gardes approuvèrent les propos de la femme du baron, celle-ci rétorquait ensuite qu'elle ne sait pas de quoi ils parlaient mais il ferait mieux de se concentrer sur leur travail au lieu de bavarder. Les 3 gardes répondent juste, oui puis se taisent. Les 2 femmes continuèrent leur chemin sous le regard encore vigilant du garde aîné. Tout en regardant les 2 femmes s'éloigner, les 3 gardes maintiennent encore un peu leur vigilance. On voit ensuite qu'ils peuvent enfin relâcher la pression et se détendre un peu. On entendit ensuite des voix des 2 femmes continuer leur discussion derrière les murs, l'une d'elles dit que la princesse Kiril est impressionnante de bien des manières, l'autre répond en appelant l'autre Madame Amélia, qu'elle est également terrifiante. Madame Amélia dit ensuite à la princesse Kiril que comme elle est déjà si à droite, le futur de cet endroit est donc très prometteur. Elle rajoute qu'elle la trouve très différente des 2 autres. On entend ensuite des cris venant d'une chambre, c'était un jeune garçon blond dans son lit, qui semble vouloir se motiver à faire quelque chose. En état de choc, il trouve que quelque chose est bizarre. Il dit ne pas pouvoir s'endormir, d'habitude il dort encore à cette heure-là. En fait, ça lui arrivait même de dormir toute la journée. Il pense au rêve qu'il a fait en se tenant le front comme s'il avait mal à la tête. Selon lui, tout est devenu étrange après ce rêve. Il ressentait une douce saveur quand il était fatigué, le cri de ses muscles, lui semblait tellement réel. Et par-dessus tout, son corps. Tout en regardant ses mains trembler, il dit que son corps a besoin de quelque chose. Étonné de la réaction actuelle de son corps, il dit qu'il ne peut pas rester en place, comme si quelque chose le démangeait. Il entend ensuite frapper à la porte de sa chambre, puis voit que c'est son serviteur qui venait lui proposer ses services, demandant au jeune homme s'il avait besoin de quelque chose. Tout en regardant son serviteur, il hésita un peu. Puis il commença à dire quelque chose sans bien articuler. Son serviteur n'ayant pas bien entendu, affiche un regard d'incompréhension. Le jeune garçon lui dit ensuite avec un air plus confiant, qu'il veut manier l'épée. Le serviteur ne réagit pas au premier abord, puis l'expression de son visage changea complètement, puis il dit, « Monsieur ». La scène se tourne ensuite vers le terrain d'entraînement de la famille Pereira, on voit que des gardes ainsi que d'autres personnes s'entraînent au combat à cet endroit. On retrouve le garde aîné du début avec un deuxième garde, le garde aîné se demande s'il n'est pas en train d'halluciner. Son collègue semble également surpris. Un autre homme blond dit à une femme rousse, qui lui avait bien dit quelque chose à propos de ça. La fille semble à présent convaincue et surpris que ce que l'homme blond lui avait dit était donc vrai. On voit des chaussures marcher en leur direction. En voyant le jeune garçon blond apparaître en compagnie de son serviteur, les gens se sont tous dit que le jeune maître feignant s'est vraiment montré au terrain d'entraînement. Ce jeune homme était donc Irene Pereira, aussi surnommé le jeune maître feignant dans tout le royaume. Les 2 gardes observent cette scène, et se disent qu'habituellement, on ne voit pas souvent le jeune maître, ce qui leur font se demander ce qui lui est arrivé tout à coup. L'un des 2 gardes s'interroge, il se demande si le jeune maître est venu pour s'entraîner au maniement de l'épée. Mais l'autre semble refuser de croire à cette éventualité. Proclamant que peu importe la raison de sa venue, il pense qu'il n'y a aucune chance que ce soit pour cette raison. Au même moment, le jeune maître Irene Pereira s'est arrêté face à l'emplacement d'une grande épée accrochée au mur, ce qui attira l'attention des autres personnes. Il se demande si c'est un prank. Le serviteur lui explique que même si ce sont des épées en bois, leurs caractéristiques varient selon leur forme, leur taille et leur longueur. Il affirme ne pas s'y connaître assez, mais si le jeune maître peut être un peu patient, il trouvera un maître épéiste pour lui. Le jeune maître Irène lui répond que non, c'est bon. Le serviteur est surpris par cette réponse et demande de l'excuser comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il venait d'entendre. Pendant ce temps, le garçon était face aux différents modèles d'épée essayant de faire un choix. On note ensuite à son regard que son attention était attirée par un modèle en particulier. Il décide alors de choisir la plus grande puis la saisit immédiatement. Le garde aîné semble ne pas en croire ses yeux, puis demande à son collègue à frange de lui pincer la joue pour être sûr. Celui-ci s'exécuta volontiers, lui pinçant et tirant la joue plus que nécessaire. Le garde aîné commença à crier de douleur, disant que c'est bon, il a compris qu'il n'était pas en train de rêver. Pendant qu'il se chamaille, on voit derrière eux que le serviteur du jeune maître Irène essayait encore de le raisonner au sujet de l'épée. Le jeune maître semblait galérer à porter sa grande épée. Même les gardes s'arrêtent de se chamailler un instant afin d'observer ce qui se passe. Regardant la scène, le serviteur est étonné par l'entêtement du jeune maître. On voit que le jeune maître parvient finalement à tenir difficilement la grande épée dans ses mains tremblantes. Le jeune maître semble avoir beaucoup de mal à juste tenir debout avec l'épée.
Il se sent déjà fatigué de cet effort et commence également à transpirer. On nous montre des épées rangées sur un banc de rangement, on voit ensuite le jeune maître continuer de brandir son épée, puis faire un mouvement vertical avec celui-ci. Il s'est mis à répéter ce même mouvement en boucle sous l'œil intrigué des autres. On voit deux hommes en uniforme, ils avaient le regard indifférent face à la prestation du jeune maître, ils disent qu'ils s'y attendaient déjà et se mettent d'accord tous les deux sur fait que le jeune maître a vraiment l'air pitoyable. Ils pensent qu'il fallait s'y attendre car le jeune maître Irene Pereira avait toujours passé ses journées à dormir, et qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse être bon à l'épée, même si sa position de départ n'était pas mauvaise. Il se demande quand même ce qui a bien pu lui passer par la tête pour qu'il puisse avoir tout à coup envie de s'entraîner comme ça. L'un des deux hommes pense que cela pourrait être à cause d'un autre fils de noble, le fils du territoire des Guérins. On voit que c'est l'homme blond qui parle, il dit que le mois dernier, le fils du seigneur Guérin du territoire voisin a bien humilié le jeune maître. Son collègue semble en effet se rappeler d'une histoire comme ça, ajoutant qu'apparemment le jeune maître Irene n'avait pas répondu, il avait pris sur lui pendant tout ce temps. Les deux hommes pensent que tout prend son sens, par contre ils pensaient que dans son état actuel le jeune maître Irene ne pourrait rien faire. Estimant en avoir assez vu, le blond suggère qu'il retourne travailler, puis en s'adressant à son collègue, il demande combien de temps il pense que le jeune maître Irene va continuer. L'autre homme répond qu'il n'en est pas sûr mais il fait une estimation d'environ 3 jours. Le blond dit qu'il parierait plutôt sur 30 minutes, puis ils se mirent à rigoler. On voit que le serviteur du jeune maître regarde ces hommes avec du mépris, pensant qu'il pouvait entendre tout ce qu'ils disent depuis tout à l'heure. Il se concentre ensuite sur le jeune maître Irene, lui disant que le maniement de l'épée est un art fondamental très important et que ce sera très compliqué pour le jeune maître de l'apprendre seul dans son coin. Le serviteur ajoute qu'il va lui trouver un mentor digne de ce nom, alors pourquoi ne commencerait-il pas l'entraînement demain ? Malgré les multiples recommandations de son serviteur, le jeune maître persiste à vouloir poursuivre son entraînement à l'épée, il pense qu'à chaque fois qu'il manie l'épée, ses bras, mais aussi tous les muscles de son corps crient de douleur. Tout en agitant son épée, il se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que... On voit qu'il trébuche au même moment. Ayant perdu son équilibre, il est sur le point de tomber, perdant son épée par la même occasion. Il tombe par terre, expirant comme après un effort physique intense. Toujours allongé au sol, il se demande pourquoi s'est-il autant laissé aller. On voit ensuite qu'il rassemble ses forces pour se relever à nouveau, récupérant à nouveau son épée. Il pense que, puis il copie ce qu'il a vu dans son rêve. Plus le poids à l'intérieur de son cœur disparaît. Qu'à chaque fois qu'il manie son épée, tous ses mauvais souvenirs et autres griefs non résolus s'envolent. Tout en brandissant son épée, il pense qu'il ne peut donc pas s'arrêter. Le regard déterminé, il fait ensuite un mouvement vertical avec son épée. Le serviteur intervient et fait une tentative de dissuasion physique, tandis que le jeune maître Irene maintient toujours sa position d'entraînement avec l'épée. Le serviteur finit par supplier le jeune maître Irene d'arrêter son entraînement pour aujourd'hui car le soleil est déjà en train de se coucher. À bout de force, il demande si vraiment le soleil était en train de se coucher. Surpris par ces mots, il demande au serviteur ce qu'il raconte. Puis il commence à s'effondrer, provoquant l'inquiétude de son serviteur. Heureusement celui-ci le rattrapa en pleine chute, puis lui demande si tout va bien. Le jeune maître Irene Pereira lui répond qu'il ne sent plus rien à l'intérieur de sa gorge. Son serviteur lui dit aussitôt qu'il a beaucoup trop forcé aujourd'hui. Puis il essaie de relever la tête mais semble surpris par quelque chose. Voyant le ciel s'assombrir, il réalise que le soleil est vraiment en train de se coucher, il n'a pas remarqué qu'il était déjà si tard. S'adressant à son serviteur, il dit qu'il l'a attendu tout ce temps. Il aurait dû le laisser faire ce qu'il avait à faire, ou il aurait pu l'arrêter plus tôt. Le serviteur répond qu'il n'aurait jamais pu laisser le jeune maître pour s'occuper de ses propres affaires. Aussi, pendant longtemps il a essayé de l'appeler mais il ne répondait pas du tout. Le serviteur demande ensuite au jeune maître de laisser les autres nettoyer derrière lui, de rentrer à l'intérieur pour se reposer. Il rajoute que s'entraîner c'est bien, mais il ne devrait pas autant forcer la prochaine fois. Le jeune maître Irene approuve les arguments de son serviteur même s'il ne sait pas s'il s'entraînera à nouveau ou pas. Alors qu'il fait déjà nuit depuis longtemps, on entend une personne se plaindre de douleur. Allongé dans son lit, le jeune maître dit que son corps tout entier souffre. Il pense qu'il est certainement devenu fou, se demandant pourquoi il a voulu copier ce qu'il avait vu en rêve. Se tortillant de douleur dans son lit, il dit qu'il ne serait pas capable de trouver le sommeil comme ça.
On voit que 5 minutes lui a suffi pour plonger dans un sommeil profond au point qu'on peut voir la bave couler de sa bouche. Plusieurs jours plus tard, une nouvelle journée commence au district spirituel de Pereira. On retrouve le jeune maître Irene Pereira en pleine forme, celui-ci était en train de manger un sandwich. Le jeune maître semble enchaîner la nourriture avec beaucoup de vigueur, jonglant entre son sandwich et son verre de boisson. Le serviteur le regarde stupéfait, pensant qu'il n'arrive pas à s'y habituer peu importe le nombre de fois qu'il le voit. Il demande par la suite au jeune maître Irene s'il va également au terrain d'entraînement aujourd'hui. Tout en ayant la bouche pleine, le jeune maître Irene lui répond que oui. Depuis ce fameux jour, il ne cesse de faire tout le temps le même rêve. Il s'entraîne tous les jours à contre-cœur, dans le seul but de satisfaire les envies de son corps. Il ne sait pas pourquoi mais à chaque fois qu'il manie son épée, toutes ses pensées inutiles s'envolent. Il pense quand même beaucoup y gagner en faisant ça, ne considérant donc pas que ce soit une mauvaise chose. Il pense que dans tous les cas, il va devoir beaucoup manger pour espérer pouvoir mieux manier son épée avec le temps. Il demande ensuite à ce qu'on lui apporte plus de lait et de sandwich. Ce que son serviteur s'empresse de faire tout de suite. On nous redirige ensuite vers l'entrée du district spirituel de Pereira où peut entendre une discussion entre deux personnes. On entend une première personne demander si c'est bien aujourd'hui, puis l'autre répond que oui et qu'il attend les résultats avec impatience. Ce sont nos trois gardes du début, qui semblent discuter d'un pari entre eux. Un des trois dit à un autre qu'il ne faut pas qu'il fonde trop d'espoir car il sera le gagnant dans tous les cas. Il demande ensuite à la nouvelle recrue qui allait gagner selon lui. La nouvelle recrue semble douter. Le garde aîné lui demande ce qu'il y a. Puis il répond qu'il s'excuse mais aimerait lui demander des indications. Juste à ce moment-là, un vieil homme en capuche interrompt leur conversation pour demander la direction du terrain d'entraînement. Le garde aîné lui demande qui il est, et pourquoi il souhaite se rendre à cet endroit. Le vieil homme répond qu'il n'est qu'un chevalier vagabond, et il voulait visiter les terrains d'entraînement durant son séjour sur ce territoire. Alors que les trois gardes semblaient être en pleine réflexion, le vieil homme ajoute qu'il a bien sûr une autorisation puis se mit à la chercher. Le garde aîné dit que c'est bon, vu qu'ils finissent bientôt leur service, ils pourront l'y amener par la suite car ils ont prévu de s'y rendre dans tous les cas. Le vieil homme les remercie puis dit qu'il s'en remettait à eux. On voit qu'ils s'approchent de l'entrée de terrain d'entraînement, l'un d'entre eux suggère de commencer en priorité par voir qui a gagné le pari. On voit que le garde aîné semble très surpris de voir quelque chose. Il semblerait qu'il ne s'attendait pas à voir le jeune maître ici, un autre dit exprime également son étonnement, disant qu'il avait raison et demandant à avoir la confirmation, qu'ils sont bien le 4e jour. Un des gardes ne cache pas sa joie d'avoir gagné le pari et demande à l'autre de tenir sa promesse. Tandis que de son côté, le garde aîné semblait être déçu. Le traitant de connard, le garde aîné lui tend une bourse, ce que l'autre accepte volontiers. Le garde aîné ne pensait pas que le jeune maître se présenterait au terrain d'entraînement tous les jours pendant 4 jours d'affilée. L'autre garde avec la franche pensant avoir raison depuis le début, lui répond qu'il l'avait pourtant prévenu. Pour lui, le jeune maître fait tout ça à cause de sa rancune pour avoir été humilié par le fils du seigneur Guérin. Il pense que le jeune maître aurait tenu au minimum une semaine d'entraînement quotidien à cause de cette rancune. Le garde aîné le blâme pour ne lui avoir rien dit, mais l'autre lui répond qu'il n'est pas assez fou pour dire une chose aussi importante à son adversaire. La nouvelle recrue tente de calmer ses collègues mais le garde aîné lui demande si lui aussi était au courant mais ne sachant pas quoi répondre, celui-ci s'est mis à bégayer. Le vieil homme qui les accompagnait, lui, semblait être absorbé par toute autre chose. Il était en train d'observer le jeune maître, pensant que de ce qu'il peut voir, le jeune maître n'était pas si mauvais. Il n'avait pas l'impression que le jeune maître était là juste pour passer le temps. Il trouve néanmoins que son maniement de l'épée est bien trop pauvre. Il manque de force et ne peut pas supporter le poids de l'épée. Il ne peut pas non plus reprendre sa respiration à cause de son manque d'endurance. Par-dessus tout, il se demande combien de temps il tiendra comme ça. Il se demande s'il a vraiment commencé à s'entraîner à cause du fils du seigneur Guérin. Il trouve que ça serait problématique de suivre la voie de l'épée pour des raisons aussi insignifiantes. Pour le vieil homme, il abandonnera sûrement tôt ou tard. C'est alors que, quelque chose semble à distraire toutes les personnes présentes sur le terrain d'entraînement. Sentant un fort courant d'air, le garde aîné demande ce que c'est que ce vent soudain. Puis en regardant dans les airs, ce qu'il voit le surprend au point qu'il reste à bouche bée à sa vue. Même le jeune maître se voit obligé de marquer une pause dans son entraînement acharné à ce moment-là. Dans les airs, se trouvait un griffon, ce qui est considéré comme étant un animal légendaire, celui-ci semblait porter une personne sur son dos.
On peut voir qu'il s'agissait de la princesse Kirill Pereira. On nous présente ici, le griffon. Tout en ayant le corps d'un lion et la tête d'un aigle. Il a une peau épaisse aussi résistante que l'acier. C'est un animal légendaire qui n'existe pas dans la réalité. Du moins, c'est ce que pensaient les gens. Les gardes n'en croyaient pas leurs yeux, ils voient une telle scène pour la première fois. On voit les pieds de la princesse Kirill se poser au sol délicatement. On entend ensuite un grand bruit dû à l'atterrissage du griffon, provoquant par endroits une fissure du carrelage du sol. Même les gardes semblent secoués après cet atterrissage impressionnant. La princesse Kirill se met ensuite à caresser l'animal. On nous apprend que le fait de faire bouger ses propres créations et leur transmettre de l'énergie comme s'ils étaient vivants, étaient les compétences de l'enchanteresse Kirill Pereira. Toujours aussi autoritaire, elle désigne du doigt un des gardes. Celui-ci, bien que très intimidé par ce qu'il voit, répond à l'appel de la princesse, baladant ses yeux sur les personnes présentes au terrain d'entraînement. Elle désigne également le garde avec une frange, ainsi que le garde aîné. En voyant le vieil homme en capuche, elle demande qui il est et celui-ci s'empresse de répondre qu'il n'est qu'un chevalier vagabond, venu jeter un coup d'œil au terrain d'entraînement. La princesse se concentre ensuite sur les gardes, reconnaissant que c'étaient les mêmes gardes qui selon elle faisaient autre chose durant leurs heures de service la fois d'avant. Elle demande s'ils ne devraient pas être en train de travailler, elle exige de savoir pourquoi ils restent là sans rien faire. Les trois gardes se mirent en rang puis disent tous les trois en même temps, qu'ils viennent juste de finir leur service avec intégrité. Le garde aîné ajoute en rigolant, qu'actuellement c'était l'équipe de l'après-midi qui les remplace, il dit qu'il n'oserait rien faire qui pourrait causer le moindre problème. Toujours debout à côté de son griffon, la princesse Kirill accuse le garde aîné de l'interrompre pendant qu'elle parle. Bien que le garde essaie de contester cela, la princesse rajoute une couche en disant qu'ils ne font que blablater à tout va au terrain d'entraînement. Le jeune maître Irène Pereira reconnaît que c'est bien sa sœur, la princesse Kirill qui est là. Intrigué par tout ce vacarme, il appelle sa sœur afin de lui demander ce qui se passe. La princesse, toujours avec son air agacé, ne prend même pas la peine de le regarder dans les yeux. Reconnaissant le jeune maître Irène Pereira, la princesse Kirill lui jette ensuite un regard critique. Puis elle semble à première vue, ne pas avoir de commentaires à lui faire. Mais elle finit par lui dire d'abandonner. Le jeune maître ne semble pas comprendre de quoi elle parle. Mais la princesse ne s'arrête pas là, elle poursuit en disant au jeune maître Irène d'arrêter de faire ce genre de choses stupides. Le jeune maître Irène reste muet face aux propos de la princesse. La princesse, se tenant derrière le jeune maître, semble attendre une réponse de sa part mais celui-ci ne réagit pas du tout. La princesse Kirill, n'obtenant pas de réponse de son frère, commence à montrer un air agacé. On voit que le jeune maître Irène s'est remis à saisir fermement son épée, pensant reprendre son entraînement à l'épée. Cependant, la princesse Kirill lui crie soudainement dessus, lui rappelant que le maniement de l'épée n'est pas quelque chose de facile. Qu'il ne pouvait pas juste s'y mettre du jour au lendemain après avoir dormi toute la journée jusqu'à l'âge de 15 ans. Elle lui dit également que ça ne changera rien de manier un peu une épée en bois, lui disant frontalement que son maniement de l'épée est horrible. Elle lui demande s'il est au courant que même la nouvelle recrue est déjà largement meilleure que lui à l'épée. Le pauvre garde ne savait plus où se mettre, gêné et ne comprenant pas pourquoi il a été choisi pour cette comparaison. La princesse demande à son frère s'il fait tout ça à cause de ce qu'il avait entendu il y a 2 semaines. Une personne appelle ensuite la princesse Kirill, on voit que même le griffon réagit en entendant son maître se faire appeler. Il semblerait que ce soit la femme du baron, qui a appelé la princesse en même temps qu'elle était en train de descendre les escaliers. La femme demande ensuite à la princesse d'arrêter d'embêter son frère, puis l'invite à la rejoindre. La princesse Kirill semble vouloir contester son intervention, mais elle a arrêté au moment où la femme du baron a exigé qu'elle vienne tout de suite. La princesse se calme finalement après avoir entendu les derniers mots de la femme du baron. La femme du baron repart ensuite tout en complimentant les gardes de leur travail. Elle regarde ensuite le jeune maître Irène avec un petit sourire et lui dit de ne pas trop en faire. Le jeune maître entend ces paroles et répond par l'affirmatif. C'est ainsi que les 2 femmes, marchant côte à côte, se sont mis à s'éloigner du terrain d'entraînement. Comme pour leur dernière rencontre avec les 2 femmes, les gardes ne se sont permis de se détendre qu'une fois que les 2 femmes se sont suffisamment éloignées. Juste à ce moment-là, le griffon s'est mis à pousser un cri devant les gardes, ce qui les terrorisa, seul le garde aîné a su garder son sang-froid. Cette scène fait rire le vieil homme en capuche, il se demande pourquoi la princesse ne l'avait pas emmené avec elle.
Sinon, venant de rencontrer la princesse Kiril pour la première fois, il se dit qu'elle est plutôt fidèle à sa réputation. Pour lui, c'est comme si une tempête avait frappé puis était repartie. On voit que le regard du vieux redevient plus sérieux au moment où il regarde le jeune maître. Il pensait que malgré l'éruption soudaine de la princesse, le jeune maître Irène n'avait pas du tout perdu sa concentration, même si tout autour de lui était en désordre. Le vieil homme se demande s'il devrait encore l'observer quelques jours de plus. Tard dans la nuit, les couloirs du château étaient désertiques. On voit des pieds marcher silencieusement. Puis on voit que le serviteur du maître Irène annonce à la princesse Kiril que le jeune maître s'est déjà endormi. La princesse a sursauté de surprise en entendant ces mots, on dirait qu'elle n'avait pas du tout remarqué la présence du serviteur derrière elle. Elle se retourne, voit le serviteur de son frère et commente, « Et alors ?» Le serviteur l'invite à revenir plus tard, mais la princesse Kiril insiste, disant qu'elle avait une affaire à régler avec lui. Le serviteur lui demande si cela ne peut pas attendre que le jeune maître soit réveillé. La princesse Kiril Pereira se retourne alors vers le serviteur, puis en dégageant une aura impressionnante, elle demande au serviteur ce qu'il compte faire, même si elle allait voir le jeune maître Irène pendant son sommeil, elle lui demande de répondre maintenant. Ne s'attendant pas à cela, le serviteur capitule face à l'énorme pression que lui faisait subir la princesse avec son aura. Il finit par incliner la tête, montrant sa soumission face au pouvoir menaçant de la princesse. La princesse le prévient ensuite de ne même pas penser à dire aux autres ce qui s'est passé aujourd'hui, le prévenant que si jamais il désobéit, il sait ce qu'il arrivera. Toujours à genoux, le serviteur du jeune maître reste silencieux après ces mots. Il continue à fixer la princesse tout en craignant la réaction imprévisible qu'elle pourrait avoir. Le lendemain matin, le jeune maître Irène fut surpris de se faire réveiller par une douce musique de flûte dans sa chambre. À peine réveillé, il voit un genre de marionnette de chat jouant de la flûte devant lui. Il aperçoit au pied de celui-ci une enveloppe. Il s'empresse alors d'aller ouvrir celle-ci. On pouvait y lire : « Je m'excuse de ce que je t'ai dit ce matin. Après avoir entendu dire que tu travaillais beaucoup sans manger. J'étais très inquiète. Je vais te laisser une marionnette qui pourra t'aider pour te reposer. Donc j'espère que ça te sera utile. Ne dis pas à maman que je suis venu. Elle m'avait dit de ne pas venir. » Le jeune maître Irène pensait avoir lu toute la lettre, mais il remarque qu'il y a autre chose écrit au verso. On pouvait y lire : « Dis-le-moi si Kiril t'énerve. Jusque-là, je ferai comme si je ne savais rien. Bisous, maman. » Le jeune maître Irène, que nous appellerons à présent, simplement, Irène, était heureux après la lecture de la lettre car il réalisait que sa mère adoptive et sa sœur se préoccupaient de lui, même s'il n'a absolument rien fait ces 10 dernières années. C'est alors que Irène entendit son serviteur l'appeler car son repas était prêt. Un peu pensif, Irène semble un peu perturbée par la notion de repas. Il se leva et dit d'un air décidé, qu'aujourd'hui il allait manger avec toute sa famille. On retrouve le serviteur, qui tout en marchant semblait être content de quelque chose. Dans ses pensées, il se disait qu'il ne sait pas comment c'est possible, mais c'est sûr. Pour lui, Irène a changé. Irène est à présent à table avec sa famille, on voit que sa sœur essaie de l'assister pour manger. Elle n'arrêtait pas de suggérer à Irène de manger toutes sortes de choses, Irène ne pouvait que dire oui à chacune d'elles. On voit que même leur mère trouve que Kiril abuse un peu. Tout d'un coup, le visage d'Irène semblait montrer de la tristesse. Irène prit ensuite la parole et s'est mis à remercier son père, sa mère et Kiril. Il avait toujours voulu leur dire merci, car ils ont toujours pris soin de lui alors qu'il ne faisait plus rien de sa vie à part dormir toute la journée. Il n'avait jamais trouvé la force de leur dire, mais il est désolé d'avoir été un fardeau pour eux et leur dit ensuite qu'il les aime. Son père, sa mère et sa sœur ne s'attendaient pas du tout à cette déclaration. Son père lui dit ensuite que lui aussi il l'aime. Irène s'excuse de nouveau pour les avoir inquiétés. Son père dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser, il suggère plutôt de finir leur repas tranquillement, ce que les autres approuvent. Le baron pense ensuite à quelque chose et réinterpelle de nouveau son fils. Son père lui dit qu'il a eu vent de son soudain intérêt pour le maniement de l'épée, il lui explique que c'est bien de s'entraîner, mais pour autant il ne doit pas non plus trop forcer. Irène répond à son père qu'il va bien, qu'il ne force pas du tout. Son père aimerait quand même bien qu'il y aille progressivement. Irène rétorque qu'il va vraiment bien, il demande à son père de ne pas s'inquiéter. Irène pense qu'en effet que ce n'est rien, comparé à l'entraînement qu'il a vu en rêve. La scène se tourne ensuite vers le terrain d'entraînement, où on retrouve les deux gars en uniforme qui s'étaient moqués d'Irène au début de son entraînement à l'épée. Le blond demande à l'autre,
combien de jours se sont passés? Un peu hésitant, l'autre lui répond que ça fait à peu près 15 jours non. Le blond dit qu'il n'aurait pas pensé qu'Irène s'entraînerait pendant 15 jours d'affilée, il se demande s'il s'est finalement ressaisi. L'autre répond qu'il ne croit pas, selon lui, Irène semble plutôt avoir atteint sa limite. Le blond dit qu'il n'en est pas si sûr. Ayant remarqué la présence du vieil homme en capuche, le blond demande qui il est car il le voit tout le temps au terrain d'entraînement ces derniers jours. Le deuxième gars lui répond que ce qu'il sait c'est que le vieux voulait juste regarder, et aussi qu'il disait avoir une permission. Le blond se demande, regarder? Il s'interroge sur ce qu'il y a à regarder ici. Malheureusement, le deuxième gars ne semble pas savoir non plus. Le vieil homme en capuche pense que cela fait déjà 10 jours depuis qu'il a commencé à observer l'entraînement d'Irène. Au début, il pensait qu'Irène avait commencé l'entraînement à cause de sa fierté et de son complexe d'infériorité. Il avait alors supposé qu'Irène n'allait pas tarder à abandonner. Mais il pense avoir eu complètement tort. Le noble bon à rien, il avait entendu dire qu'Irène avait vécu une vie de fainéantise, au point de lui donner ce surnom. Le vieux n'arrive pas à comprendre comment une personne qui ne s'est jamais exercée de sa vie, peut-il continuer à s'entraîner sans aucun signe de dégoût? D'après lui, c'est comme si ce garçon vivait chaque jour avec l'état d'esprit d'un forgeron, martelant l'acier. C'est comme s'il avait vécu de cette manière pendant des décennies sans aucun écart. Le vieil homme pensait que même en regardant dans son passé, c'est impossible de trouver quelqu'un possédant une telle volonté. Selon lui, peu importe à quel point un héros est grand, la seule chose qui reste après avoir été atteinte par la vieillesse, c'est la volonté d'acier. Il pense voir ça en ce garçon de 15 ans. S'il continue à emprunter la voie de l'épée. Si son potentiel pouvait être mis en valeur grâce à un bon mentor. Alors, le vieil homme se demande jusqu'où pourra-t-il aller? Toujours sur le terrain d'entraînement, Irène continue son entraînement avec difficulté, transpirant à grosses gouttes. On voit que le vieil homme est toujours en train d'observer Irène durant son entraînement à l'épée. Il interpelle ensuite le gardien Yangban pour lui poser une question, celui-ci lui répond avec respect et dit au vieil homme qu'il peut demander ce qu'il veut. En désignant de jeunes nobles, il demande alors si Irène suit des entraînements à l'épée ou quelque chose comme ça. Yanban lui répond que le seigneur a dit qu'il prendra bientôt des leçons, mais pour le moment il n'a fait que s'entraîner de cette façon dans son coin, sans l'aide de personne. Le vieux demande ensuite s'il sait qui sera son maître. Yanban réfléchit un peu, puis il dit qu'on ne leur a pas caché cette information, il affirme que ce sera le chevalier Hornjukr. Ne laissant pas Yanban prononcer le nom de la personne jusqu'au bout, le vieil homme cria « Quoi ?» Le vieil homme semblait connaître cette personne, il semblerait que ce soit une personne qui passe son temps à se saouler, apparemment même la nuit avant sa formation officielle, il avait passé son temps à se bourrer la gueule. Le vieil homme se refuse de laisser cette perle rare à ce vaurien qui ne fait que crier sur ses soldats. Il pense qu'il doit agir, car il ne peut pas juste continuer à observer sur le banc de touche après avoir trouvé un garçon si prometteur. On voit que le vieil homme commence à partir de l'endroit où il se tenait d'habitude pour observer les entraînements d'Irène. Il est décidé à aller rencontrer le chef de cette famille pour s'entretenir avec lui. La scène se tourne ensuite vers le bureau du baron, en pleine conversation, une personne semble demander si c'est vrai. Il semblerait que le vieil homme en capuche était déjà en pleine conversation avec le baron. Il confirme au baron que ce qu'il vient de dire est bien la vérité. Nous avons ensuite un focus sur le baron, il pensait encore à ce que venait de lui dire le vieil homme, et se demandait si son fils a vraiment un tel potentiel. Toujours en pleine réflexion, quelque chose semble attirer l'attention du baron. Il était en fait en train de lire une lettre de recommandation pour intégrer une prestigieuse école d'épéistes appelée Chrono. C'est apparemment la meilleure école d'épéistes du continent, qui enseigne seulement aux enfants les plus talentueux. Cette école était connue comme étant une école qui ne tenait pas compte de la nationalité, du genre, ou du statut des personnes souhaitant s'y inscrire. Juste en étant un apprenti de cette école, on peut être traité comme si on était noble. C'est un lieu avec une réputation supérieure à celle de l'Académie royale. Le baron pense qu'il est non seulement difficile d'y entrer, mais il est également tout aussi difficile d'y rester. Il se demande si Irène sera capable de gagner une telle compétition interminable. Irène fut ensuite convoquée au bureau de son père, il s'y est rendu sans savoir de quoi ils allaient parler. Le baron lui a alors tout expliqué concernant la lettre de recommandation pour Chrono sans passer par 4 chemins, il lui dit cependant qu'il ne le forcerait pas, il n'aura qu'à lui dire s'il ne veut pas y aller. Le baron tient absolument à être honnête avec lui concernant les difficultés qu'il rencontrera s'il venait à choisir d'y aller.
Ne voulant pas prendre une décision trop hâtive, Irène demande à son père un peu de temps pour y réfléchir. Son père comprend et accepte de lui laisser du temps. Irène retourne ensuite dans sa chambre, on le voit assis sur le lit réfléchissant à ce que son père venait de lui annoncer. Concentré sur la possibilité d'intégrer Chrono, il se demande s'il sera capable de réussir. Il se demande si ce n'est pas un peu précipité, vu qu'il vient de passer plus de 10 années entières d'inactivité. Mais une chose est sûre, il ne veut pas rester sans rien faire. Il pense qu'il devrait le faire pour lui, mais aussi pour sa famille qu'il aime tant. Ayant pris sa décision, Irène retourne aussitôt voir son père dans son bureau. Ne perdant pas de temps, il annonce direct avec détermination à son père qu'il va le faire. On retrouve Irène devant une calèche en compagnie de son serviteur, il était sur le point de partir mais avant il profite une dernière fois de la présence de sa famille pour leur dire « au revoir ». La scène était remplie d'émotions, mais seule sa mère était en larmes. Irène part alors avec son serviteur pour son voyage vers Chrono. Alors qu'ils étaient déjà sur la route, le serviteur demande à Irène si c'est la première fois qu'il voyage seul. Irène lui répond que oui. Il en profite également pour remettre à Irène un cadeau qui venait de la part de Kirill, c'était un collier avec une épée miniature. Irène ne s'attendait pas du tout à recevoir un tel présent en cours de voyage. Mais il le saisit et semblait très reconnaissant du cadeau de sa sœur. Irène et son serviteur arrivent enfin à destination, Irène semble impressionnée par ce qu'il voit. Il était en train de contempler la devanture impressionnante de l'école. Son serviteur lui dit alors qu'il allait l'escorter jusqu'à l'entrée. Mais Irène refuse sa proposition, surprenant le serviteur qui ne comprenait pas pourquoi il disait cela. Irène ajoute qu'à partir de ce jour, il n'était qu'un apprenti et qu'il allait devoir se débrouiller seul. Le serviteur fut très ému par ces mots, on voit que ses larmes ont commencé à couler, il pensait qu'Irène avait bien grandi. Irène étant prêt à entrer dans l'établissement, dit juste à son serviteur qu'il reviendra avant de partir. S'inclinant devant son jeune maître, le serviteur souhaite à Irène de revenir avec de bons résultats. Irène se rapprochant de l'entrée de l'école, voit que des personnes y étaient déjà et discutaient avec les soldats qui gardaient l'entrée de l'école. On voit qu'en fait, parmi les personnes présentes, il y a 2 soldats en armure qui semblaient accompagner un noble. D'après leur discussion, les soldats accompagnent le jeune noble Bart Lloyd de la famille du comte Lloyd, une famille distinguée du royaume de Kubra. Ils expliquent qu'ils ont une recommandation venant du Sir Colesway, un prestigieux chevalier. Un des soldats de l'entrée semble très honoré de rencontrer un membre de la famille des Lloyd et les invite à entrer. Pendant ce temps, le deuxième soldat remarque qu'une autre personne s'approchait également des portes d'entrée. Irène arrive devant eux et se présente comme étant Irène Pereira de la famille du baron Pereira. Il dit être venu avec une lettre de recommandation du Sir Somerville, un chevalier vagabond. Il tend ensuite sa recommandation aux soldats. Un des soldats lui répond que c'est un honneur d'avoir le jeune maître de la famille Pereira dans cet endroit. Le soldat semblait connaître le Sir Bran Somerville, il dit que c'est le fameux chevalier qui a pris la tête de la bataille durant la conquête de la mine pendant des décennies. Pour lui c'est sûr que si Irène avait été recommandée par une personne comme lui, c'est qu'il est capable de passer le test sans problème. Il invite ensuite Irène à aller à l'auditorium juste en face et lui souhaite une bonne chance. Irène le remercie pour ses encouragements puis avance en direction de l'auditorium. Le soldat avec les cheveux rouges et blancs se demande ce qui se passe avec le vieux Bran Somerville. Il se demande s'il a vraiment donné à quelqu'un une lettre de recommandation. Son collègue acquiesce, et se demande à son tour si le jeune qui vient de passer n'était pas le noble bon Arien. L'autre soldat ne semble pas avoir déjà entendu parler du noble bon Arien et demande qui c'est. Surpris que son collègue ne le connaisse pas, le soldat dit que c'est la feignasse de la famille Pereira, il ne l'a jamais vu mais il fait juste une déduction à partir de son apparence. Le soldat aux cheveux rouges et blancs pense qu'Irène a l'air d'une personne extrêmement faible, il se demande ce que le vieux grincheux lui trouve. Son collègue affirme que peu importe ce qu'il en est, ils vont de toute façon le découvrir bientôt. Arrivé devant une porte, Irène tend le bras. Puis se met à pousser délicatement celle-ci. À peine entrée à l'auditorium, Irène trouve une foule d'autres jeunes dans la pièce. Une fois dans la pièce, tout le monde s'est retourné pour voir qui venait d'entrer, la plupart avaient un regard méprisant sur lui. En regardant autour de lui, Irène sentit les regards de tout le monde sur lui. Il prit la décision d'essayer de rester calme, se le répétant sans cesse en même temps qu'il avançait dans la pièce. Il voit ensuite une personne monter sur la scène, il reconnaît la personne. En le voyant sur la scène, Irène se demande s'il est en réalité un instructeur. On voit
qu'en effet cette personne était le soldat aux cheveux rouges et blancs qui gardait la porte d'entrée de l'école. Celui-ci prend la parole et souhaite la bienvenue aux 400 apprentis potentiels. Il dit qu'il allait être leur instructeur à partir de maintenant. Du haut de la scène, l'homme avait une vue idéale pour voir les différents candidats. Il semble beaucoup plus satisfait des têtes qu'il voit cette fois, 3 candidats en particulier semblaient retenir son attention. Selon lui, la plus exceptionnelle sera Ilya Lindsay, le deuxième génie de la famille Lindsay. Il a entendu dire qu'elle est plus talentueuse que son frère, et se demande si c'est vrai. On voit que parmi les candidats, le jeune maître Lloyd donne l'impression de beaucoup se préoccuper de Ilya Lindsay. Il est surpris de la voir et se demande pourquoi elle est là. Dégoûté, il pense que c'est pour cette raison qu'il n'y a personne avec beaucoup de potentiel, il pensait que les gens talentueux n'ont pas voulu participer car elle allait leur faire de l'ombre. L'instructeur reprend ensuite la parole et rappelle aux candidats, que comme il vient juste de le dire, ils ne sont pas encore des apprentis mais plutôt des apprentis potentiels. Il leur dit aussi que comme ils doivent certainement déjà le savoir, l'entraînement de l'épée est assez compliqué. L'instructeur rajoute que s'ils parviennent à réussir les 2 prochaines épreuves d'intégration, ils pourront rester à l'école une année supplémentaire. Il leur dit donc qu'ils garderont le titre d'apprenti potentiel pour l'instant. Et bien sûr, il leur garantit plus de souffrance une fois qu'ils seront devenus des apprentis à part entière. Il invite alors les candidats à laisser leur affaire à l'intérieur, et de le suivre dehors après, il y a apparemment un endroit qu'il souhaite leur montrer. On nous montre ensuite un vaste terrain à l'extérieur du bâtiment, on voit que les participants se sont réunis en face de l'instructeur. L'instructeur leur dit que c'est à cet endroit, qu'ils auront leur session d'entraînement d'endurance cardio-pulmonaire et musculaire. Il dit que ça peut paraître un peu tordu, mais c'est un parcours normal pour la course. L'instructeur semble ensuite prendre ses appuis avec les pieds. Il se mit tout d'un coup à courir, tout en disant aux apprentis potentiels qu'il veut tester leur capacité physique. Il demande à ce que tout le monde se mette à courir. En pleine course, on voit que les élèves galèrent à suivre l'instructeur, mais juste à ce moment-là, l'instructeur se met à dire qu'il trouve cette cadence ennuyante. Il ordonne aux élèves d'accélérer un peu. Alors que l'écart se creuse entre l'instructeur et les élèves, celui-ci trouve qu'ils arrivent plutôt bien à suivre, il dit qu'il les a sous-estimés. Il demande alors à ce qu'il augmente encore un peu plus la cadence. On voit que la plupart des élèves peinent à suivre. On retrouve un groupe de 3 élèves dans lequel on peut voir le jeune maître Lloyd, il pense que c'est un marathon. Il dit qu'il doit suivre la cadence, toutefois il décide de courir à l'arrière pour observer la situation. On le voit tourner la tête vers l'arrière en souriant, il semble satisfait pensant que la personne qui le regarde est un bon à rien. Il semble qu'il faisait en fait référence à Irène, celui-ci semble complètement épuisé, ne pouvant plus continuer la course. Lloyd pense en le voyant comme ça, qu'il n'a pas eu ce surnom pour rien. Étant à bout de souffle, Irène pensait avoir l'impression que son cœur allait exploser. Pour lui, c'est trop, il ne peut pas tenir plus. Toujours en pleine course, l'instructeur remarque qu'Irène ne semble plus pouvoir continuer. Il continua à l'observer attentivement tout en continuant de courir. Voyant tout le monde devant lui, Irène pense que l'écart entre lui et les autres ne cesse de s'agrandir, alors que lui ne parvient plus à avancer. Cependant il n'abandonne pas. Un pied devant l'autre, il se relève. Cela n'échappa pas au regard de Lloyd, qui est surpris de le voir se relever. Irène décide de se faire violence pour se relever à tout prix et reprendre la course. Il se persuade que ce n'est rien du tout. L'instructeur semble apprécier cela, car il s'est mis à sourire en le voyant. Plongé dans ses pensées, Irène trouve que comparé à l'homme qu'il a vu dans ses rêves, cette épreuve n'est absolument rien du tout. Irène souhaite devenir comme l'homme de ses rêves, il voudrait l'égaler. Retrouvant sa détermination, il pense que pour ça, il doit continuer à courir. Il ne veut plus être un bon à rien. L'instructeur aux cheveux verts, observant le protagoniste, se dit mentalement qu'il était surpris que ce dernier n'ait pas encore abandonné. Il fut instantanément surpris en remarquant les mouvements d'Irène alors qu'il peinait à rattraper les autres élèves. Alors qu'il était toujours en train d'observer Irène, quelque chose semble surprendre l'instructeur. En regardant les mouvements inhabituels et les expressions du visage d'Irène, il pensa que quelque chose n'allait pas. Couvert de sueur et vêtu de vêtements sales, Irène, à peine capable de garder son équilibre, continua de courir difficilement. La foule qui courait derrière lui, menée par l'autre instructeur, remarque le moment où il faillit tomber. Au même moment, on peut voir des traces de déplacement rapide sur le sol à proximité du garçon.
Une seconde avant qu'Irène ne s'effondre inconscient, l'homme aux cheveux verts le rattrape. Il se pencha pour tranquillement allonger Irène, alors que les autres continuaient la course comme si de rien n'était. Après avoir allongé le protagoniste sur le sol, il soupira et se dit mentalement que le garçon n'était pas tombé d'un simple surmenage, mais d'une fatigue complète. Il avait littéralement épuisé toutes ses forces. Tout en regardant Irène à bout de souffle et inconscient, l'instructeur aux cheveux verts trouve qu'il est plutôt intéressant. Nous retrouvons ensuite Irène, apparemment toujours inconscient. Puis soudain, il ouvre les yeux. Se redressant légèrement du lit, il regarde autour de lui, se demandant où il était. On entend ensuite une voix demander s'il est réveillé. Il tourne alors la tête vers la direction d'où venait cette même voix. Un homme aux cheveux noirs attaché en queue de cheval, lui dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour sa santé, qu'il était parfaitement rétabli. L'homme se présente comme étant Ron Taral, un instructeur et également le chef du département de réhabilitation. Tout en baissant les yeux, Irène remercie l'homme. Bâillant, l'instructeur Ron Taral déclare fièrement que sans lui, le garçon ne se serait pas rétabli aussi vite. En regardant le visage du protagoniste, l'homme dit qu'il pense qu'ils allaient se revoir souvent. En entendant ces mots, Irène acquiesce et répond qu'il imagine que oui. Voyant le garçon légèrement embarrassé, il ajoute en plaisantant de ne pas prendre ces mots au sérieux. Puis, il lui tend un parchemin et lui demande de l'ouvrir. Irène lui demande ce que c'est. Irène commence à lire. L'instructeur Ron Taral lui explique qu'il s'agit du classement des étudiants basé sur les résultats du premier test. Il le rassure en disant que ce classement est un classement intermédiaire, que contrairement à l'évaluation finale, celui-ci n'avait pas beaucoup d'impact sur l'admission officielle à l'académie. L'instructeur ajoute que ce premier test avait pour but de déterminer approximativement le niveau d'endurance des étudiants en pré-recrutement. Irène fut choquée en voyant son nom tout en bas de la liste, à la 400e place. Il est littéralement le dernier du classement. L'instructeur Ron Taral pose ensuite ses mains sur ses genoux, et dit que plus on était haut dans le classement, plus on était heureux. Et que plus on était bas, plus on avait la motivation à essayer de s'améliorer en travaillant plus dur. Il demande ensuite à Irène s'il n'est pas d'accord. Ouvrant les yeux, l'instructeur Ron Taral déclare que ce classement allait changer du tout au tout dans un an, qu'il ne devrait pas s'inquiéter à propos de ça. Une pensée traverse l'esprit de l'instructeur, bien qu'il tente de remonter le moral du protagoniste, ce dernier ne semblait pas vraiment être triste. Voyant le garçon légèrement contrarié en regardant le parchemin enroulé, l'instructeur Ron Taral note mentalement qu'Irène est comme le disent les rumeurs, il le trouve intéressant. L'instructeur Ron Taral fait ensuite sortir Irène du lit et le pousse doucement par les épaules, tout en souriant, il dit qu'Irène ne devait pas manquer les cours dès le premier jour. La scène se tourne ensuite vers une grande salle, l'instructeur aux cheveux verts, debout à une table, salue tous les étudiants en pré-recrutement. Il leur demande s'ils ont bien dormi dans leur nouvel environnement. Des centaines d'étudiants, assis dans un immense amphithéâtre, répondent tous affirmativement. L'instructeur, posant ses mains sur la table et fermant les yeux, déclare qu'ils se sont tous bien débrouillés. Il ajoute qu'il est content de faire leur connaissance à tous. Puis il se présente sous le nom de Karaka, il dit qu'il est l'un des instructeurs responsables de leur formation. Faisant un geste de la main pour leur montrer leur emploi du temps, il leur expliqua qu'à partir de maintenant, leur journée suivrait ce programme. De 6h à 8h, réveil et petit déjeuner. De 8h à 12h, entraînement. De 12h à 13h, déjeuner. De 13h à 17h, entraînement. De 17h à 18h, dîner. De 18h à 19h, entraînement mental et cours généraux. Il précise que si des changements survenaient, ils seraient informés. Les étudiants écoutent tous attentivement les consignes de l'instructeur Karaka. Celui-ci ajoute qu'ils pourront avoir du temps libre après avoir accompli leurs tâches quotidiennes. Qu'à partir de ce jour, ils avaient accès à toutes les zones extérieures, à la salle de sport intérieure et à d'autres espaces d'entraînement disponibles à l'académie. Que tout le monde pouvait utiliser son temps libre pour s'auto-former, qu'ils pouvaient accéder aux espaces d'entraînement à tout moment. En baissant les yeux avec un sourire, Irène se dit mentalement qu'il pourrait enfin reprendre son maniement d'épée ici. Au même moment, l'instructeur lève son pouce en l'air, en disant « Cependant ». Il précise ensuite que l'entraînement avec les armes était interdit, que cela concerne tous les types d'armes qui existent. En entendant ces mots, Irène se mit à regarder le professeur avec stupéfaction n'en croyant pas ses oreilles. Lors d'une nuit sombre et nuageuse, on peut voir un bâtiment doté de 4 pièces éclairées. Un groupe de 5 étudiants de l'académie semble se balader dans la nuit, ils s'approchent de la porte du bâtiment.
l'un des garçons, tout en marchant demande au garçon aux cheveux bleus, en l'appelant Seigneur Lloyd, s'il n'a pas trouvé les cours ordinaires ennuyeux. En levant légèrement la main, ce dernier affirme qu'il avait failli s'endormir en écoutant la théorie. Alors que le Seigneur Lloyd s'est avancé vers la porte, le garçon aux cheveux verts ricane et répond en taquinant que c'est certainement parce que son camarade n'a rien compris qu'il a trouvé les cours ennuyeux. Le regardant avec colère, le garçon lui dit de se taire, car il comprenait en tout cas parfaitement ce que le garçon aux cheveux verts disait maintenant. En entrant dans la pièce derrière la porte, le groupe d'étudiants examine la pièce avec surprise, l'un d'entre eux affirme trouver la pièce plutôt spacieuse. C'était une salle de sport où un grand nombre de personnes étaient en train de s'entraîner, la salle était plutôt bien équipée. En regardant autour de la salle, l'un des garçons remarqua que beaucoup travaillaient dur dès le premier jour. Un autre garçon ajoute avec assurance, qu'il pense que leur motivation ne durera pas. Surpris, le regard de Lloyd semble soudainement attiré par quelque chose en particulier. En effet, celui-ci était en train d'observer une personne qui soulevait une barre avec beaucoup de poids. C'était une fille aux cheveux argentés et au dos musclé, portant une barre sur ses épaules. Concentrée, la fille faisait ses squats tout en portant une lourde charge sur les épaules. Observant la scène contemplatif, Lloyd pense au nom de cette personne qui est Ilia Lindsay. Il pense que les rumeurs à son sujet étaient en fait sous-estimées. Selon lui, rien qu'en l'observant, on ressentait immédiatement une pression. Mentalement, Lloyd pense qu'elle n'a pas du tout l'air d'une étudiante en pré-recrutement. Il trouve que les autres étudiants ne sont pas à sa hauteur. Il note également qu'en se tenant à côté d'elle, il se sent inférieur. Tout en la représentant au sommet des marches, Lloyd pense qu'elle est à un tout autre niveau. Un des garçons, étonné par la fille, demanda comment elle avait pu obtenir une telle condition physique, étant donné qu'elle n'avait qu'un an de plus que lui. En regardant le protagoniste faire du développé couché avec une barre vide, deux garçons remarquent que même le bon à rien de noble avait lui aussi pris goût à l'entraînement physique. En souriant, l'un des garçons déclare qu'il avait vraiment travaillé dur pendant le dernier test. Il ajoute qu'Irène a l'air d'une personne complètement différente. Le deuxième garçon répond que c'est absurde, car selon lui, Irène aurait dû commencer il y a longtemps. Il demande pourquoi Irène est-il restée inactive pendant tant d'années avant de se mettre subitement à travailler aussi dur. Regardant le protagoniste soulever la barre avec toutes ses forces, les garçons rient et disent qu'il semblerait qu'Irène pourrait perdre connaissance à nouveau. La fille aux cheveux blancs, après avoir terminé sa série, essuie silencieusement la sueur de son front puis regarde les garçons. Lloyd, passant devant ses amis, déclare qu'il n'avait pas de temps à perdre à regarder des choses inutiles et qu'il devait partir. Sur son chemin, Lloyd se retourne ensuite pour regarder une fille aux cheveux rouges. En voyant à quel point elle faisait ses exercices avec application, il pense mentalement qu'elle s'appelait Judith. Elle a réussi à le déloger de la deuxième place du classement. Il note également qu'elle semble avoir dû travailler dur pour entrer à l'académie. Alors que celle-ci semblait épuisée, après avoir fait différents exercices dans la salle de gym. Lloyd lui jette un regard froid, tout en pensant que cependant, qu'il ne permettrait plus à quelqu'un comme elle de lui voler sa place. En serrant les poings, il la regarde avec colère. Se retournant brusquement, Judith lui dit d'arrêter de la fixer. Lloyd, surpris, ne s'attendait pas à cette réaction de la part de Judith. Figé par les paroles de Judith, Lloyd demande si elle s'adressait à lui. Elle répond avec colère qu'il doit être aveugle, car elle ne voit personne d'autre ici. Elle lui dit de partir, car il perturbe sa concentration. Les amis de Lloyd accourent aussitôt, et commencent à lui demander agressivement ce qu'elle lui avait dit, affirmant qu'il était un noble seigneur de la famille Lloyd. Il crie sur Judith, en lui disant qu'une personne insignifiante comme elle n'avait pas le droit de manquer de respect au seigneur Lloyd. Alors les amis de Lloyd exigeaient de la fille qu'elle s'agenouille pour demander pardon à leur seigneur Lloyd. Judith, elle, tenant un haltère dans sa main, leur dit avec dégoût que leur haleine sentait mauvais. Elle pensait pourtant qu'ils mangeaient tous la même nourriture. Se tournant vers sa gauche, elle leur ordonna de se taire une minute. Lloyd regarde Judith avec incrédulité, il commence à formuler une question puis s'arrête. Il regarde ensuite dans la direction fixée par Judith, avant d'être également surpris par la vue de quelque chose. En un instant, les deuxième et troisième places du classement fixaient un coin de la salle. Ils étaient en fait en train de regarder Ilia, qui était en train de s'approcher du protagoniste. Ilia s'excuse avec un visage intéressé. Poliment, elle demande ensuite si elle pouvait parler à Irène. Irène pose alors la barre sur sa poitrine, et regarde la fille blonde avec une expression de surprise. Intriguée,
Judith observe leur conversation en silence. Ils s'échangent des regards, mais aucun des deux ne parvient à débuter une discussion. S'inclinant légèrement, Ilia pointe son doigt vers le corps d'Irène et lui dit quelque chose. Plusieurs personnes observent leur interaction avec surprise, certains en oublient même ce qu'ils étaient en train de faire. Ayant fini sa conversation, Ilia s'éloigne calmement. Tandis qu'Irène, souriant légèrement, s'assoit sur le banc pour faire de l'exercice. L'interaction entre les deux étudiants semble se finir ainsi, chacun retourne ensuite à ses occupations. On peut voir qu'Ilia ouvre ensuite une porte, avant de quitter la pièce. Elle referme ensuite la porte, laissant résonner un bruit de claquement dans la salle. Affichant une expression neutre au visage, Irène regarde Ilia quitter la salle en silence. Après être restée un moment sans réagir, Irène regarde brusquement à sa droite. Les personnes à proximité se mirent précipitamment à détourner rapidement le regard et à reprendre leurs exercices. Lloyd et Judith, en regardant le protagoniste, se dirent mentalement qu'ils n'avaient rien entendu. Judith met ensuite un haltère dans les mains du garçon aux cheveux verts, avant de se diriger vers la direction d'Irène. Cependant le garçon, tout en étant emporté par le poids de l'haltère, rappelle à Judith qu'ils n'ont pas encore fini leur discussion. Ayant repris son entraînement, et soufflant après chaque mouvement, Irène fait son développé couché avec un regard concentré. Tout de suite après, Judith l'interpelle d'une voix autoritaire, lui disant « Hey !» Surpris, Irène se tourne vers elle, ne comprenant pas pourquoi il se fait encore interrompre. En s'approchant plus près d'Irène, Judith lui demande s'il l'ignore. Elle continue en disant « Ne répond-il pas quand on l'interpelle ?» Se redressant rapidement, Irène s'excuse et lui demande ce qu'il peut faire pour elle. La fille répond froidement qu'elle n'attend rien de spécial de lui. Elle ajoute qu'il doit tout dire rapidement. Surpris, Irène demande de quoi elle parle. En se rapprochant de son visage, Judith dit « Ilia Lindsay ». Ne perdant pas de temps, Judith demande directement de quoi Irène avait-il discuté avec Ilia. Judith ne semble pas satisfaite de la réponse d'Irène, elle lui redemande « Quoi ?» Surpris par la réponse d'Irène, elle pose ses mains sur ses hanches et demande, incrédule, s'il pensait pouvoir la tromper. Elle s'exclame ensuite, qu'Ilia lui aurait seulement expliqué comment utiliser correctement les équipements de la salle. Irène, levant la main timidement, déclare qu'il ne mentait pas. Que c'est tout ce dont ils ont parlé. En le regardant avec incrédulité, Judith demande s'ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Si elle est sa petite amie, Irène répond qu'ils s'étaient vus pour la première fois ce jour-là. Soupirant et se retournant, la fille repart aussitôt. Avant de partir, elle lui dit de montrer une expression moins tendue, car les gens risquent de penser qu'elle l'agresse. Regardant la fille s'éloigner, le protagoniste pense mentalement à la raison pour laquelle Judith le harcèle. En levant la barre au-dessus de sa tête, il se dit qu'il était temps pour lui de s'entraîner et qu'il ne devait plus penser à ça. Fatigué, il reprit son exercice en réfléchissant à ce qu'il devait faire correctement, en tenant compte des conseils d'Ilia. Lloyd s'approche à son tour d'Irène et demande lui aussi à savoir, de quoi il avait discuté avec Ilia. Il demande également à ce qu'Irène lui raconte aussi sa discussion avec Judith. Un mois s'écoula. Nous retrouvons ensuite Lloyd, en train de boire une boisson dans sa gourde. Un de ses camarades, allongé sur le sol de la salle, remarqua qu'ils avaient eu la même routine quotidienne depuis un mois entier. Il demande aux autres s'ils ne trouvent pas un peu abusé, qu'on ne leur ait pas encore donné l'autorisation de se servir d'épée. Lloyd détourne le regard à ce moment-là, il semble distrait par autre chose. Observant le protagoniste faire des squats avec une barre. Ilia, supervisant attentivement son entraînement, lui dit de ne pas courber son bas du dos. Croisant les bras, elle ajoute qu'il doit respirer plus régulièrement. Irène, lui, s'efforçait de bien suivre les consignes d'Ilia. Lloyd, s'étirant les bras, ferme légèrement les yeux et se dit mentalement qu'il n'y avait pas de raison de prêter attention à ces deux-là. Regardant Ilia donner activement des conseils au protagoniste, il pense qu'il ne pourra jamais gagner s'il ne fait rien. D'après lui, après tout, c'est de Ilia Lindsay que l'on parle. En regardant Irène, dont le visage était en sueur à cause de la difficulté des squats avec une barre, Lloyd déclare qu'il était l'exact opposé. Selon Lloyd, Irène s'est certainement fait pistonner par quelqu'un pour arriver à l'académie. Une image d'un garçon en train de courir apparut dans son esprit. Lloyd se demande si un garçon qui n'avait jamais fait d'effort dans sa vie pouvait le battre en s'entraînant soudainement à fond. Lloyd pense intérieurement que le protagoniste ne renonçait pas uniquement parce qu'Ilia le soutenait, mais aussi parce que les moqueries des autres servaient de motivation. Une image du protagoniste tombant dans un abîme imaginaire apparut.
Lloyd déclare que lorsqu'Irène s'habituera à tout cela, il reprendra certainement ses vieilles habitudes, redevenant ainsi le même noble bon arien que tout le monde connaît. Se retournant, Lloyd dit à ses coéquipiers d'aller au stade. Une pensée traversa son esprit, son objectif est de pouvoir atteindre la 2e place. En sortant du bâtiment, Lloyd regarde droit devant lui, il montre un air de mécontentement. En fait, Judith était déjà présente au stade, en train de courir aussi vite qu'elle le pouvait. En voyant ses efforts, un des amis de Lloyd déclare qu'elle est résistante, car elle vient ici tous les jours avant eux. Le second répond que c'était évident, car une roturière devait travailler dur pour survivre. Lloyd serra légèrement les dents, et pinça les lèvres en avançant. Il dit ensuite à ses amis qu'ils devaient commencer à courir. Cependant, l'un d'entre eux ne se sentant pas encore prêt s'exclame « Quoi ? Déjà ?» Regardant devant lui, Lloyd leur dit qu'ils peuvent traîner derrière s'ils sont fatigués. Puis, en se retournant, il déclare avec froideur et confiance que, s'ils étaient capables de plus, ils devaient puiser chaque goutte de force en eux-mêmes pour le rattraper. 3 mois plus tard, on peut voir 2 personnes entrer dans la salle de sport bondée. Ce sont en fait 2 enseignants de l'académie, qui entrent dans la salle en souriant. Celui aux cheveux rouges déclare que les étudiants y vont vraiment à fond. Le deuxième rétorque qu'ils sont nombreux cette année. L'un des enseignants note que leur trio inégalé continue à faire preuve d'autodiscipline. L'instructeur faisait en fait allusion à Judith, qui était en train de faire des exercices de saut sur une table. À Lloyd, qui était en train de courir. Et à Ilia, qui faisait du développé couché. Ensuite l'instructeur Karaka, se tournant vers le protagoniste, commence à le désigner par son surnom de noble bon arien. Mais s'arrête, puis dit « non ». Il continue à regarder le garçon, puis se met à sourire. En regardant le protagoniste, qui soulevait des haltères sur un banc, il déclare qu'on ne peut plus le qualifier de noble bon arien. La scène se tourne ensuite vers un amphithéâtre où nous pouvons voir le professeur aux cheveux rouges, les mains derrière le dos, annoncer qu'il avait une information à communiquer aux élèves. Irène, ainsi que le reste des élèves, écoutent attentivement. Le professeur leur dit que l'évaluation de milieu d'année approchait. L'enseignant frappe ensuite dans ses mains, se préparant à entrer plus en profondeur dans ses explications. Puis en montrant une carte derrière lui, il explique que les élèves allaient devoir prendre part à une course pour cette évaluation. Que c'est le parcours qu'ils allaient devoir faire en courant. Il précise que tout ce qu'ils avaient à faire était de finir la course dans le temps imparti. Plusieurs élèves regardent la carte avec surprise et crainte, disant qu'il était impossible de courir une telle distance dans un temps si court. Croisant les bras, l'enseignant déclare qu'il n'y a rien de compliqué, que c'est un condensé de tout ce qu'ils ont appris durant les 4 derniers mois à l'académie. À savoir, à courir et à nager. Le professeur explique que pour cette évaluation, le classement n'a aucune importance, que le principal était de finir le parcours dans le délai. Lloyd écoute attentivement l'enseignant et est surpris par un détail. L'enseignant ajoute que les 5 premiers à franchir la ligne d'arrivée recevraient personnellement des récompenses du directeur de l'académie. Il dit alors aux élèves que c'est une bonne motivation. Pas vrai? L'enseignant, avec une cicatrice sur le visage et un sourire expressif, précise que l'examen aura lieu dans 10 jours, à 9 h du matin. Que jusqu'à cette date, les cours seraient suspendus. Il ajoute que les élèves peuvent utiliser tout leur temps comme ils le souhaitent, mais ils ne devraient pas oublier de se nourrir. À la fin de son discours, l'homme leur souhaite bonne chance. Nous retrouvons ensuite le groupe d'amis de Lloyd. Un de ses amis, en levant la main demande si tout ira bien pour Lloyd. Le garçon aux cheveux verts crie, que naturellement, que Lloyd en est capable, qu'il n'est pas comme lui. Regardant droit devant lui, Lloyd pense qu'en dépit d'opposants tels qu'Ilia et Judith, ainsi que d'autres personnes, rien ne devrait l'empêcher de figurer parmi les 5 premiers, même dans le pire des cas. Se tournant et regardant froidement sur le côté, il se demande, alors pourquoi? Il se demande pourquoi la présence d'Irène l'agace-t-il autant. Le protagoniste s'entraînait dur, courant en cercle. Un nouveau jour se leva, le soleil matinal illuminait le petit château. Dans la salle de sport, une personne termine son exercice, expire, et pose la barre. Serrant les poings, on peut voir que c'est Judith, qui déclare avec un sourire qu'elle avait battu son propre record et qu'elle pouvait s'arrêter pour aujourd'hui. Entendant des bruits inhabituels, Judith se retourne pour voir ce qui en était à l'origine. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement de surprise, en regardant cette personne. Devant elle, Irène était agenouillée, respirant activement. Irène trempée de sueur, se relève puis essuie la sueur de son visage.
Judith note qu'il s'est encore entraîné jusqu'à dépasser les limites de son corps. Ses capacités physiques s'étaient améliorées de façon significative depuis son admission. Sans se reposer, le protagoniste commence de nouveau à faire des squats avec une barre. La fille rousse se demande mentalement, comment il fait pour continuer ainsi? Elle serre ensuite le poing et se demande si sa propre volonté était vraiment plus faible que celle d'un type qu'on appelle le noble bon à rien. Prenant la barre dans ses mains, elle commence à la soulever avec une grande persistance, déclarant mentalement qu'elle ne peut l'accepter. Nous sommes à présent à J-1 du jour de l'évaluation du milieu d'année. Les instructeurs sont encore une fois venus observer les étudiants en salle de sport. L'instructeur Karaka, les mains sur les hanches et un sourire sur le visage, demande à l'autre enseignant, combien de personnes selon lui, participent à la compétition cette année? Croisant les bras, l'instructeur aux cheveux rouges devine qu'environ 30 personnes participeraient cette année. Un vieil homme à la barbe blanche s'approche des enseignants et déclare que 30 personnes, c'est déjà pas mal. En le regardant, l'instructeur aux cheveux rouges demande au directeur ce qui l'amène ici. Avec un sourire, le maître Bran, qui est également le directeur de l'Académie d'épéistes de Chrono, répond qu'il avait décidé de ne pas répéter les erreurs de l'année dernière. Il voulait tout voir de ses propres yeux plutôt que d'entendre les récits de la bouche de quelqu'un d'autre. Serrant la main de l'instructeur Karaka, il demande si c'est bien lui le nouveau venu du royaume d'Adam. Accueillant le directeur avec un sourire, l'instructeur confirme cette déclaration et affirme que c'est un honneur pour lui de rencontrer le directeur Bran. Plissant légèrement les yeux, le directeur Bran demande à l'instructeur quel âge il lui donnait. Souriant avec incertitude et bégayant légèrement, l'instructeur Karaka répond qu'il semble avoir environ 52 ans. Tout en rigolant, le directeur Bran tient le jeune homme par l'épaule et déclare qu'il ne supportait pas les flatteries. Il ajoute cependant que, désormais, il allait doubler le salaire de l'enseignant. Gêné, l'instructeur Karaka remercie le vieil homme. On nous informe par ailleurs que le directeur Bran est en fait âgé de 90 ans. Les regardant avec incrédulité, l'instructeur aux cheveux rouges pense mentalement que l'autre instructeur ne devrait pas le croire, car ce n'est pas le directeur de l'école qui calcule les salaires. Regardant autour de la salle de sport, le directeur Bran note que l'atmosphère ici n'était pas la même que l'année dernière. Il suppose que tout cela était le résultat du travail acharné des enseignants. L'instructeur Karaka répond que le directeur les surestimait. En observant les élèves, le directeur Bran réfléchit. L'enseignant Karaka se tourne vers lui, puis tente de comprendre à quoi le directeur pouvait bien penser. Regardant Ilya, l'instructeur Karaka affirme que cette même fille est la deuxième pépite de la famille Lindsay, réputée pour ses épéistes. Ilya était en train de soulever une barre au même moment. L'instructeur déclare qu'elle est incroyablement intelligente et talentueuse, comme il convenait aux membres de sa famille. Jusqu'à présent, elle avait pris la première place dans toutes les matières. Le directeur Bran, en la regardant, dit qu'elle aurait mieux fait de choisir sa propre voie plutôt que de suivre le même chemin que les autres. Il note également qu'elle était une enfant malheureuse. Il demande si c'est vraiment ainsi que fonctionne le monde et exprime l'espoir qu'un jour elle puisse se libérer de ses attaches. Ils observent ensuite Judith. Judith continuait obstinément à s'accroupir avec la barre. Le directeur demande si c'était bien de cette fille qu'ils avaient parlé la dernière fois. L'instructeur Karaka confirme. De la sueur coulait sur le visage de la fille aux cheveux rouges alors qu'elle faisait de son mieux pour terminer son exercice. Le directeur Bran demande s'ils avaient essayé de l'arrêter. Car selon lui, Judith se surmenait manifestement. Fermant légèrement les yeux, l'instructeur répond que, bien sûr, qu'ils avaient essayé, mais qu'elle ne voulait pas écouter. L'instructeur pense qu'elle doit probablement être la plus têtue de tous les apprentis. Se déplaçant, le directeur Bran déclare qu'il valait tout de même la peine de l'arrêter, car ce serait un grand gâchis si un tel talent se détruisait lui-même. Il ajoute qu'elle a probablement une bonne raison de se donner autant de mal. Il affirme qu'il va essayer de lui parler. Le directeur s'approche ensuite de la fille, qui pose la barre au sol après avoir terminé son exercice. Voyant cela, l'instructeur Karaka demande à son collègue s'il pense qu'il a une chance de la convaincre. L'instructeur aux cheveux rouges répond que, bien sûr. Car elle ne pouvait pas désobéir au directeur Bran. Il pousse ensuite un cri de surprise en voyant le directeur Bran s'éloigner de la fille. Celle-ci s'est mise aussitôt à reprendre ses exercices de musculation. Le vieil homme s'approche ensuite de l'instructeur aux cheveux rouges en riant légèrement, il déclare qu'elle est une enfant très obstinée. Il ajoute également qu'elle avait dit qu'elle n'arrêterait que seulement si on lui donnait une bonne raison de le faire.
Regardant l'instructeur avec un sourire, le directeur demande par la suite où se trouve Irene Pereira. On nous montre alors une image d'haltère de différents poids rangés. En penchant légèrement la tête, l'instructeur aux cheveux rouges regarde le protagoniste et demande combien de temps s'était écoulé. L'instructeur Caraca lui répond discrètement que ça fait 30 minutes qu'il fait ça. On pouvait apercevoir dans un coin de la salle de sport, Irene Pereira en train de faire des squats avec une barre. Se retournant, le directeur Bran s'éloigne dans une autre direction. En regardant droit devant lui, il ordonne de le laisser faire. Ce qui choque les instructeurs, qui s'exclament « Vous voulez qu'on le laisse continuer ?» Tournant son regard vers les instructeurs, le directeur Bran leur demande de ne pas l'arrêter, sauf si lui-même abandonnait. Observant les efforts surhumains du protagoniste, le directeur affirme que son esprit domine désormais son corps. Irene s'effondre par la suite sur son lit, épuisé des efforts physiques intenses qu'il vient de faire. Il expira profondément, et pose sa main sur sa poitrine. En regardant sa paume, il pense mentalement qu'il s'était passé beaucoup de choses inhabituelles ces derniers mois. Se remémorant les visages de Judith et Lloyd, il se dit que les personnes qui l'ignoraient et qui se moquaient de lui avaient commencé à faire attention à lui, il trouve que ça fait bizarre. En repensant à Ilia, il se demande pourquoi elle l'aide. Selon lui, elle n'est pas du genre à venir en aide aux autres par sympathie. Posant son poing sur sa tête, il se dit qu'il devait arrêter de réfléchir. On voit ensuite une image de tissu rouge. Une personne enveloppée dans une robe rouge tenait le protagoniste somnolent dans ses bras, alors que celui-ci semblait être interpellé par quelque chose. Il pense connaître cet endroit. Il pense qu'il n'était pas venu à cet endroit depuis longtemps. Tout en étant enveloppé dans les bras de cette grande dame, il déclare qu'il n'a jamais quitté son lit parce qu'il voulait continuer à venir ici. Continuant à rester dans les bras de la dame, il se dit que, bien que ce ne soient pas les bras de sa mère, ils étaient tout de même très réconfortants. Tenant le tissu rouge avec sa main, Irene pense que ça serait bien de pouvoir dormir ici pour toujours. Une lumière blanche éclaire ensuite le protagoniste et la grande dame, interrompant les pensées d'Irene. Un immense flux d'énergie envahit alors toute la pièce, celle-ci brillait d'une lumière très intense. Un homme musclé, torse nu, sort de la lumière tenant une épée à deux mains. Irene le regarde avec surprise, son regard semble contemplatif. La dame essaie de retenir la main d'Irene, alors que celui-ci semblait s'éloigner peu à peu. Irene se retourne soudainement vers la dame en robe rouge, la regardant dans les yeux. Il pose calmement sa main sur la sienne, avec gentillesse et délicatesse. Ensuite, avec un doux sourire, Irene la remercie pour tout. Se retournant, il exclame qu'il est maintenant temps pour lui de partir. On ne voit de la fumée émaner du corps d'Irene, qui était couché sur le lit. Il se lève alors que son corps entier en était recouvert, il serre les poings et adopte une posture plus confiante. On voit ensuite une personne marcher le long d'un chemin sablonneux, bordé de forêt. Plusieurs élèves se tournent vers lui et remarquent ses vêtements trempés. Ils supposent qu'il avait probablement passé la nuit à s'entraîner. Un ami de Lloyd s'exclame avec un ton moqueur, qu'Irene est exaspérant et que si l'évaluation impliquait d'avoir des adversaires, il affirme avec confiance qu'Irene aurait sûrement immédiatement échoué. Se tournant vers Judith encore épuisée, Lloyd pense mentalement qu'elle s'est également surmenée ces derniers jours, et qu'elle n'est pas au meilleur de sa forme non plus. Le regard confiant avec un sourire victorieux, il se dit que s'il ne baisse pas sa garde, il aura la deuxième place dans sa poche. Perdu et triste, le protagoniste regarde le sol. Ilia se tourne vers lui, remarquant son apparence déprimée. L'instructeur aux cheveux rouges, faisant un geste de la main. Il crie qu'il était 8h55, et ajoute qu'il allait maintenant expliquer à nouveau les règles de l'évaluation de milieu d'année une dernière fois. Une image du parcours de l'épreuve apparaît. Il se compose de 4 étapes, chacune supervisée par un instructeur. L'instructeur explique aux élèves que ce n'est qu'après avoir franchi une étape qu'ils pourront passer à la suivante. L'instructeur rappelle que pour cette évaluation, il était seulement important de respecter le temps imparti. Il leur dit également de ne pas se laisser impressionner par les autres, mais plutôt de montrer les progrès qu'ils avaient réalisés au fil du temps. L'instructeur leur dit ensuite de se préparer pour commencer. Il hurle fort pour donner le départ du début de l'évaluation. On peut voir les visages d'Ilia, Lloyd, Judith et Irene apparaître, nous montrant leur expression avant le début de l'évaluation. La première étape s'appelait le « push press ». Les étudiants devaient soulever du poids en position debout. Ilia réussit brillamment, accomplissant la tâche rapidement et avec précision. La concentration se reflétait sur son visage alors qu'elle effectuait l'exercice.
Lloyd se tourne vers la fille et pense mentalement qu'elle était vraiment rapide. Il se dit qu'il ne pourra jamais rivaliser avec elle, même en déployant toutes ses forces. En observant ses amis, il se dit qu'il doit à tout prix être le deuxième à réussir après Ilya. Beaucoup peinaient à réaliser l'exercice. Sur le visage de Lloyd, on pouvait lire qu'il faisait tout son possible pour réussir le test. Soudain, ses yeux s'écarquillent de surprise à la vue de quelque chose. Il venait de voir l'un des étudiants réaliser l'exercice avec énergie, cette personne semblait également très motivée à réussir l'évaluation. L'instructeur Karaka, tenant des documents en main, regardait lui aussi, stupéfait. C'était Irène. Son visage rougi témoignait de l'effort qu'il déployait pour effectuer des répétitions rapides et précises. En observant le personnage principal, Lloyd se demande mentalement s'il était sain d'esprit, et s'il comptait vraiment s'effondrer dès la première étape. Lloyd, légèrement vexé et embarrassé, entendit qu'Ilya avait terminé la première étape. En regardant son dos, il déclare mentalement que c'était incroyablement rapide. Aussitôt, l'instructeur appelle ensuite le nom d'Irène. Lloyd se dit à ce moment-là que ça ne peut pas être vrai. Visiblement essoufflé et couvert de sueur, Irène se dirige vers la deuxième étape. Voyant Irène progresser, plusieurs personnes se demandent comment c'était possible. Certains disaient de l'oublier, car il sera sûrement hors jeu avant la fin. Vient ensuite la deuxième étape, le box jumping. Le protagoniste saute sur la boîte avec la ferme intention de laisser les autres rire autant qu'ils le veulent. Il se dit mentalement qu'il comprenait leur confusion. Déployant à nouveau toute sa force dans un saut, il pense qu'il est lui-même surpris. Quelque chose en lui semblait avoir changé, comme si son corps était littéralement en feu. Il n'a pas l'impression d'en faire trop, comme il avait l'habitude auparavant. Ses pieds frappaient le sol de manière répétée. En ouvrant grand les yeux, Irène réalise mentalement qu'il n'était pas encore à son maximum. L'instructeur aux cheveux rouges, abasourdi, observait le protagoniste accélérer la cadence. À ce moment-là, Irène pense qu'il devait aller encore plus vite. Se disant à chaque fois que ce n'était pas assez. Plus vite, répéta-t-il. Il note mentalement que sa vitesse actuelle n'était pas suffisante et qu'il devait gagner en agilité. L'instructeur, surpris, annonce qu'Irène avait passé la deuxième étape. Les haltérophiles, Lloyd et ses amis, n'en revenaient pas. Lloyd se retourne ensuite, remarquant autre chose sur son radar. On pouvait entendre des cris mêlant douleur et effort, c'était Judith qui soulevait la barre avec détermination. Le directeur Brand, souriant, observait les efforts de la nouvelle génération d'étudiants. Il y avait ensuite la troisième étape, la course sur une longue distance. Le protagoniste, balançant activement ses bras, courait de toutes ses forces. Ilya se retourne, en l'entendant se rapprocher, réduisant progressivement l'écart de distance entre deux. Avec un regard déterminé et confiant, Irène continuait à courir. Ilya, concentré, transpirait en poursuivant la course, ne laissant aucune distraction perturber ses efforts. Le protagoniste, dans un état euphorique, note mentalement qu'il ressentait une sensation bizarre. Secouant légèrement la tête, il continue de courir. Levant les yeux, il regarde droit devant lui. Observant Ilya en face de lui, menant la tête de la course. Il s'exclame intérieurement qu'il voulait la dépasser. Accélérant brusquement, on peut voir derrière lui les jambes d'une autre personne approcher à vive allure. Irène fut surpris par cette arrivée soudaine d'un nouveau prétendant, et observe attentivement. Il semblerait que ce soit en fait Judith, qui après avoir complété les étapes précédentes, s'est dépêchée de rattraper et dépasser les étudiants en tête de course. La bouche légèrement ouverte de surprise, le protagoniste prononce son nom, Judith. La tête baissée, Judith courait de toutes ses forces, chaque pas demandant un effort immense. Elle se persuade mentalement qu'elle ne perdra pas. Qu'elle ne perdra jamais. Tout en continuant d'accélérer le pas. Elle se remémora les jours où elle s'entraînait inlassablement, faisant des pompes au sol. Et tout ce que cela lui avait coûté pour en arriver là. Plusieurs garçons, observant la fille agenouillée, se demandaient si elle avait réellement postulé à l'Académie Chrono. Sachant qu'elle ne venait même pas d'une famille aristocratique. L'un d'entre eux, lui avait dit avec mépris qu'elle essayait juste de se donner une importance qu'elle n'avait pas. Ignorant leurs remarques, Judith s'était mise à serrer le sol avec sa main pleine de cicatrices. Faisant des abdos, elle était déterminée à travailler encore plus dur pour atteindre ses objectifs. Serrant les dents, Judith se jure à elle-même qu'elle ne perdrait jamais face à qui que ce soit. Jamais.
Elle saute ensuite dans l'eau, tout en criant les mots « Je ne perdrai jamais ». On nous explique ensuite que la 4e étape de l'évaluation consiste à faire une épreuve de natation sur longue distance. On nous montre en même temps Judith en train de nager avec force dans la rivière. Avalant de grandes bouffées d'air, elle avançait rapidement. C'est alors que brusquement, l'expression du visage de Judith changea d'un coup. Il semblerait qu'une douleur aiguë s'est manifestée au niveau de sa jambe, tout semble indiquer que ce soit une crampe. Serrant les dents, Judith se demande mentalement, pourquoi cela devait-il arriver maintenant? Hésitant une seconde, elle regarde devant elle, ne sachant pas quoi faire. Ilia parvient ensuite à la dépasser, alors qu'elle est toujours immobilisée par la crampe à sa jambe. En observant Ilia nager activement, Judith pense qu'elle avait peut-être surestimé ses capacités. Mais, malgré tout, elle se demande si elle n'y arriverait vraiment pas? Même si elle sait très bien que ce qui lui arrive en ce moment est dû au fait qu'elle s'est beaucoup trop surmenée. Elle recommence à nager, fixant le dos d'Ilia. Elle se force mentalement à avancer. Frustrée, des larmes coulent sur son visage bouleversé, alors qu'elle ne parvient plus à faire un geste de plus pour avancer. Ressentant la douleur, Judith dit alors tristement que c'est trop dur, avant de couler lentement, s'enfonçant de plus en plus profondément dans l'eau. Elle commence à tomber progressivement dans les vapes, et pense qu'elle voulait se reposer. Alors qu'elle commençait à perdre conscience, elle ressentit quelque chose d'étrange. Le protagoniste la ramène à la surface de l'eau, sauvant celle-ci avant que l'inévitable n'arrive. N'étant pas encore complètement inconsciente, Judith lutte pour maintenir ses yeux ouverts. Elle aperçoit alors le visage trempé d'Irène, bien déterminée à se battre jusqu'au bout pour sa camarade. Nous retrouvons Irène, qui se démène pour sortir Judith de l'eau, celle-ci crachait de l'eau en même temps qu'elle se faisait tirer par Irène. Judith parvient ensuite à ouvrir vaguement les yeux, et demande à Irène ce qu'il est en train de faire. Elle voit le visage fatigué, trempé et déterminé d'Irène. Judith dit ensuite à Irène qu'il est si ennuyeux. Tandis qu'Irène, résolue à la sortir de là, nageait vers le rivage, il lui répond alors qu'ils étaient presque au bord. Une fois sortis de la rivière, les deux rampent sur le rivage, complètement trempés. Ensuite, Irène, inquiet, demande à Judith si elle allait bien. Au même moment, l'instructeur Karaka court vers eux, et lui dit de le laisser s'occuper de Judith et de reprendre l'évaluation. Alors que d'autres étudiants plongeaient dans l'eau, Irène répond par l'affirmatif à l'instructeur avant de retourner finir la course. L'instructeur Karaka étant déjà arrivé auprès de Judith, ordonne à Irène de se dépêcher de reprendre la course. En entendant ces mots, Irène s'exécute immédiatement. Reprenant brièvement ses esprits, Judith serre la mâchoire alors que des gouttes d'eau coulaient sur son visage. Elle observe Irène courir jusqu'à l'eau, tout en refermant progressivement les yeux. Irène commence à ce moment-là, à replonger dans la rivière. Alors qu'Irène était en train de sauter dans l'eau, Judith le traite d'imbécile avant de s'évanouir complètement. Une scène montre ensuite le corps d'une personne accroupie en pleurs, les larmes tombant au sol. Le garçon, désespéré, affirme qu'il avait tout donné mais qu'il avait échoué quand même. Levant les yeux, il entend un instructeur lui dire qu'il est trop tôt pour abandonner, appelant celui-ci « recrue ». Avec un sourire, ce dernier explique qu'il lui reste une seconde évaluation, beaucoup plus clémente que la première. L'instructeur Karaka lui explique que s'il ne renonce pas, il réussira certainement. Tout en rejoignant ses camarades, le garçon promet avec détermination que la prochaine évaluation sera la bonne. L'instructeur aux cheveux rouges s'approche ensuite, affirmant qu'il n'en attendait pas moins des élèves de cette année, que beaucoup de candidats avaient réussi la première évaluation, contrairement à l'année précédente. En faisant un geste avec la main, l'instructeur Karaka reconnaît que cette année est différente, que de nombreux talents s'étaient présentés, mais selon lui, le plus incroyable dans l'évaluation de cette année c'est. Tout en nous montrant Irène, respirant lourdement. En disant, Irène Pereira. L'instructeur affirme qu'il est le héros du jour, classé 34e sur 35 candidats ayant réussi à l'évaluation. On peut voir un garçon ricaner et insulter Irène, se demandant pourquoi il avait fait des choses aussi stupides pendant l'examen. Il pense qu'Irène voulait simplement paraître gentil aux yeux des autres. Avec un ton satisfait, le garçon pense mentalement qu'il avait obtenu la 5e place grâce aux actions d'Irène. Le garçon était en conversation avec deux autres étudiants, un d'entre eux demande au gars comment il a fait pour finir à la 5e place. Le concerné lui rétorque, ne devrait-il pas plutôt le féliciter? Il ajoute que si l'autre gars était jaloux, il n'avait qu'à le dire. Le troisième étudiant le félicite, affirmant que le directeur Brand le récompenserait et qu'il était chanceux.
Lloyd s'approche également et félicite le gars, l'appelant « Lance ». Voyant Lloyd s'approcher, Lance s'exclame « Seigneur Lloyd ». Plaçant une main sur sa poitrine, Lance déclare, satisfait, que sans Lloyd, il n'aurait pas réussi. Lloyd, souriant légèrement, lui répond qu'il avait tout accompli seul. Lloyd tourne ensuite la tête vers une direction en particulier, alors que ses amis étaient en train de le féliciter pour sa deuxième place. Il avait le regard fixé sur Irène, pensant qu'avec ses capacités actuelles, il ne serait pas en mesure de rivaliser avec le niveau qu'Irène avait montré aujourd'hui. Il réfléchit à ce qui se serait passé si Judith n'avait pas fait de malaise durant l'évaluation. Lloyd pense que dans ce cas de figure, il aurait certainement terminé à la 4e place. Lloyd se voit obligé de reconnaître qu'il aurait subi une défaite totale, si Irène et Judith avaient fait l'évaluation jusqu'au bout. Le lendemain, on peut voir qu'Irène est déjà d'attaque pour reprendre son entraînement, celui-ci était en train de courir dans le stade. Essoufflé, il s'accroupit tout en continuant ses exercices. Il détourne ensuite le regard lorsqu'il entend une voix lui demander pourquoi il avait agi ainsi. C'était Ilia qui s'était approché de lui, surprenant Irène durant ses exercices physiques. La fixant du regard, Irène lui demande « Quoi ?» Elle insiste pour qu'il explique son comportement en disant « Tu sais très bien de quoi je veux parler. » Alors qu'Irène était en train de se relever, Ilia lui demande « N'est-ce pas ?» Irène répond en lui demandant si elle faisait référence au sauvetage de Judith. Le visage sérieux, elle répond que « Oui ». Le jeune homme fronce les sourcils, tandis qu'Ilia répète à nouveau « Pourquoi a-t-il fait cela ?» Tout en nous montrant les jambes des deux étudiants, on peut entendre qu'Irène commence à formuler une réponse. Baissant les yeux, Irène explique qu'il avait eu l'impression qu'il n'avait pas d'autre choix. Ilia, mécontente de cette réponse, fronce les sourcils et lui demande s'il réalisait combien ses propos étaient insensés. Elle souligne que Judith aurait été aidée par les instructeurs dans tous les cas même s'il n'avait pas intervenu. Selon Ilia, Irène aurait manqué l'occasion de se faire récompenser par le plus grand épéiste. Elle questionne ensuite, tout ça pour cette raison? Elle s'exclame ensuite qu'il n'avait même pas considéré la possibilité de répliquer à ceux qui l'avaient moqué et méprisé. Elle lui demande s'il se rendait compte du fait que ces gens n'allaient pas arrêter de se moquer de lui. Elle ajoute, qu'il le sait ça, non? On nous montre ensuite la main d'Irène, alors que celui-ci restait silencieux et pensif. Attendant une réponse, Ilia est restée silencieuse après sa question. Irène demande à ce moment-là à Ilia, si elle faisait allusion au fait qu'on le surnomme, le noble bon à rien. On voit alors une scène montrant Irène dans ce qui ressemble à du sable mouvant. Il dit ensuite qu'il avait ressenti cela comme s'il y était resté longtemps, incapable de se libérer. Alors qu'on voit Irène s'enfoncer de plus en plus dans le sable, il dit qu'il n'essayait même pas lui-même de s'en dégager. Selon lui, il était vraiment pathétique. C'est alors qu'on voit plusieurs autres mains venir le secourir, tentant de le sortir de cette mauvaise situation. Cela choque profondément Irène, qui s'est mis à regarder ses bienfaiteurs avec un regard surpris. Irène se souvient que c'était grâce à sa famille bien-aimée qu'il avait été sorti de cette impasse. Les silhouettes de ses proches apparurent, l'un d'eux tenant sa main. En nous remontrant la scène où Irène, avec détermination, se montre en train de nager après Judith. Il déclare qu'avec l'aide de quelques personnes, il avait réussi à refaire surface. Il conclut qu'il ne pouvait pas passer à côté en voyant une autre personne se noyer, et prétendre ne pas la voir. En souriant, il dit que c'est ça qu'il a fait la veille. Il affirme que c'est la seule raison, rien de plus. Après avoir écouté toute l'histoire d'Irène, Ilia reste silencieuse à ces mots. Elle se retourne ensuite brusquement pour partir. En étant de dos, elle demande à Irène si c'est vrai qu'il n'avait jamais tenu une épée avant l'année dernière. Elle ajoute, c'est bien ça? Irène confirme, que oui. Le visage d'Ilia s'assombrit. Elle déclare que l'art de l'épée et l'entraînement physique sont deux disciplines différentes. Bien que le talent et la persévérance soient nécessaires dans les deux cas, le talent joue un rôle particulièrement crucial dans la maîtrise de l'art de l'épée. Elle ajoute qu'il est possible que ses actions de la veille lui ont fait manquer l'opportunité de recevoir des instructions personnelles du directeur de l'académie. Elle affirme qu'elle ne l'aidera plus. Irène écoute et observe attentivement la jeune fille, qui mentionne qu'elle n'aiderait plus, même s'il venait à subir à nouveau les moqueries des autres. Elle lui souhaite de ne pas regretter son choix. Ne pouvant se contenir, Irène appelle Ilia par son nom. Irène lui pose ensuite une question qui la surprend, pourquoi a-t-elle ressenti le besoin de l'aider? En baissant les yeux, Ilia répond qu'elle n'est pas sûre. Puis,
Elle s'éloigne en déclarant qu'elle n'aime pas que les gens parlent des autres alors qu'ils n'ont aucune idée de qui ils sont vraiment. Irène reste alors immobile et pensif, face à la réponse d'Ilia. Les étudiants se rassemblent ensuite dans une grande pièce, et une annonce est faite, les résultats de l'évaluation de milieu d'année vont être communiqués. On explique aux élèves que 35 candidats ont réussi la première partie de l'évaluation, que 78 ont réussi la deuxième partie de l'évaluation, ce qui fait un total de 113 candidats qui ont réussi au total. On annonce ensuite que les 5 élèves ayant obtenu les résultats les plus remarquables lors de l'évaluation, vont recevoir une récompense après avoir eu une conversation privée avec le maître épéiste, autrement dit le directeur Bran. Le directeur Bran intervient, signalant à l'instructeur aux cheveux rouges qu'il a oublié de dire quelque chose. L'instructeur acquiesce. Puis demande à la recrue numéro 311, Irène Pereira, de monter sur le podium. Irène est stupéfait, il ne semblait pas s'attendre à cette éventualité. Tout comme Ilia et Lloyd, qui montrent également une expression de surprise en entendant les paroles de l'instructeur aux cheveux rouges. Le directeur Bran prend ensuite la parole et déclare avec un sourire, que la rivalité est une chose amusante. Que lorsqu'une personne fait tout son possible pour rattraper un adversaire plus avancé et ne pas se laisser dépasser par ceux qui courent derrière. Selon le directeur Bran, cette personne a l'opportunité de révéler des capacités étonnantes qu'elle ne soupçonnait pas. Une paire de chaussures est montrée, et le message suivant est transmis, si l'on se concentre trop sur le résultat, on risque de perdre de vue quelque chose de plus important. Le directeur affirme que la recrue Irène Pereira n'est pas de ce genre. Il explique qu'au lieu de céder à la facilité qui aurait pu le faire plonger droit en enfer, parlant sans doute de culpabilité. Il affirme qu'à la place, Irène a sacrifié son temps pour sauver un camarade de classe en train de se noyer. Irène reste debout et écoute attentivement le discours du directeur Bran, tandis que tout le monde derrière était ébahi. Le directeur ajoute qu'il peut y avoir de nombreuses opinions sur ce qui s'est passé, mais lui et tous les instructeurs sont d'accord sur la valeur de son action. Le directeur dit ensuite que c'est la raison pour laquelle ils ont demandé à Irène de les rejoindre sur le podium. Des applaudissements sont entendus à ce moment-là, on nous montre dans un premier temps, les instructeurs applaudir avec le sourire. Judith elle-même, souriante, se joint à eux. Irène semble légèrement embarrassée et baisse les yeux, sous le regard envieux de Lance. La scène se tourne ensuite vers le bureau du directeur Bran. Assis dans son fauteuil, Lloyd réfléchit et admet qu'il se rend compte qu'il avait une vision trop étroite auparavant. Le vieil homme, toujours souriant, affirme qu'il n'y a aucune raison pour Lloyd de se rabaisser. Il explique qu'une personne à l'esprit étroit ne pourrait pas reconnaître ses erreurs. Cependant, Lloyd déclare qu'il a été arrogant et obstiné, s'en tenant uniquement à ses méthodes. Il conclut, comme le vieil homme l'a conseillé, que désormais, s'il rencontre une personne dont il peut apprendre, qu'il ne laissera pas plus passer cette chance. Après son entretien avec le directeur, Lloyd s'incline et demande la permission de se retirer. Un sourire confiant illumine son visage. On comprend alors qu'il est talentueux, qu'il a une claire conscience de sa position et qu'il montre une volonté de surmonter ses propres défauts. En outre, il possède d'excellentes compétences en leadership. Le directeur Bran, baissant les yeux, réfléchit. Il conclut que, bien que Lloyd ait l'entêtement et la confiance en soi propre aux plus grands aristocrates, il trouve néanmoins qu'il n'y a rien de si inquiétant pour le moment. Il est convaincu qu'à une autre occasion, en comparant avec les candidats des années précédentes. D'après lui, Lloyd aurait sans aucun doute pris la première place. Que malheureusement, cette année il y avait beaucoup trop de personnes talentueuses. On voit ensuite Ilia, assise en face du directeur, l'observant attentivement. Elle s'exclame que, comme récompense, elle aimerait affronter le directeur Bran en duel. Réfléchissant à sa demande, le directeur estime que c'est un choix plutôt osé. Il continue de la regarder et lui dit qu'il va lui donner un conseil, de ne pas laisser les autres prendre le contrôle d'elle et qu'elle devrait vivre sa propre vie. Ilia le regarde avec étonnement lorsqu'il lui dit de ne pas perdre de temps ici pour des raisons d'obsession, mais de rentrer chez elle et d'apprendre les techniques de l'épée de sa famille, car cela lui sera bien plus utile. Fronçant les sourcils, la jeune fille appelant le directeur Bran, maître épéiste, lui demande de s'entraîner avec elle. Ce à quoi le directeur répond qu'il aura été stupide d'attendre une réaction différente de sa part. Regardant Ilia dans les yeux, le directeur dit que son bureau est spacieux, lui demandant si elle serait prête à y mener ses entraînements. Après quoi elle le remercie. En expirant de fatigue, le directeur réalise que c'est enfin le moment d'accueillir le dernier étudiant. C'était au tour d'Irène Pereira de passer voir le directeur. Regardant le protagoniste, le directeur lui demande s'il souhaite une récompense.
Il lui dit de le dire, même s'il s'agit de quelque chose d'intangible. Le directeur l'observe attentivement, pensant que c'est celui dont la réponse l'intéresse le plus. Irène révèle maladroitement qu'il souhaite se réconcilier avec quelqu'un, et demande comment il pourrait le faire. Il baisse les yeux, réalisant à quel point cela semble absurde, mais il n'a personne d'autre à qui demander conseil, alors il s'excuse. Le directeur répond calmement qu'il n'a pas à s'excuser et le remercie même pour sa sincérité, se souvenant que le garçon n'avait pas quitté sa chambre avant ses 15 ans, ce qui explique ses difficultés à interagir avec les autres. Irène est assis, les yeux baissés. Le directeur comprend que c'est la première fois qu'il se sociabilise avec des gens, qu'il doit être complètement confus alors qu'il est. Le directeur pense que quelqu'un a dû tendre la main à Irène, alors qu'il n'avait connu que les moqueries jusqu'à présent. Il sourit alors et lui demande de lui raconter ce qui s'est passé. Après un certain temps, le garçon le remercie, affirmant qu'il l'a beaucoup aidé. Ce à quoi le directeur Brand répond que si c'est le cas, il en est content, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu l'occasion de donner des conseils non liés à l'escrime à quelqu'un. Dans ses pensées, le directeur se dit qu'il n'aurait pas imaginé qu'Ilia Lindsay serait celle avec qui Irène souhaite être réconciliée. Il trouve que c'est inattendu, que de plus en plus de choses incroyables se produisent cette année. Levant les yeux vers le garçon, il suggère de passer à l'essentiel, maintenant qu'ils ont résolu son problème. Ce qui soulève une interrogation dans l'esprit d'Irène, il s'exclame « L'essentiel ?» Souriant, le directeur dit qu'il ne considérait pas ces quelques mots comme une récompense. Irène semble perplexe, tandis que le vieil homme demande à pouvoir s'expliquer plus en détail, et dit qu'il souhaite lui donner des instructions concernant l'entraînement à l'épée, car il est plus compétent dans ce domaine, et en général les gens considéraient ses conseils dans ce domaine comme étant plutôt précieux. Il dit ensuite à Irène qu'il peut demander tout ce qu'il veut. Fermant les yeux, Irène s'excuse, disant que rien ne lui vient à l'esprit. Mettant sa main sous son menton, le directeur l'écoute alors que le garçon affirme qu'en vérité, il n'a pratiqué l'escrime seul que pendant un mois avant d'entrer à l'académie, donc bien qu'il soit gêné de l'admettre, il ne sait pas encore ce qu'il veut, ou quelles questions il devrait poser. Le directeur l'appelle ensuite par son nom, en disant « Irène ». Bafouillant, et avec les yeux baissés, Irène s'excuse, affirmant qu'il sait à quel point c'est une énorme opportunité d'avoir un cours à l'épée de la part du directeur Brand. Il s'excuse de ne pas pouvoir mieux profiter de cette chance. Soudainement, il est effrayé lorsque le directeur frappe des mains avec une expression sérieuse sur son visage. Il se demande pourquoi Irène s'excuse constamment et déclare qu'il n'a pas besoin de le faire, car un bon épéiste doit avoir confiance en lui-même. Il lui demande s'il n'est pas d'accord. Le garçon, surpris, répond affirmativement. On nous montre ensuite les pieds du directeur Brand. Tandis que celui-ci affirme qu'Irène exercera son droit à une récompense une autre fois et que, s'il ressent qu'il lui manque quelque chose, il peut venir le voir en toute confiance, le directeur lui-même lui donnera une leçon quand il jugera cela nécessaire. Dos au garçon, le directeur lui demande s'il a des objections. Irène s'incline alors, et répond par la négative avant de remercier le directeur Brand. Le vieil homme l'autorise ensuite à partir. On peut voir Irène marcher dans la rue, les poings serrés. Le directeur Brand le regarde depuis la fenêtre, concluant qu'il est vraiment un jeune homme hors du commun. Il a tout de même l'impression qu'il y a autre chose de spécial chez Irène, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Regardant vers le bas, le directeur Brand pense qu'Irène n'a pas une seule goutte d'anxiété ou d'inquiétude concernant son ignorance de l'art de l'épée. Au contraire, il a l'impression qu'il a déjà fixé un objectif clair. Selon le directeur, c'est comme si Irène était guidée par quelqu'un. On nous montre alors Irène avec un homme derrière lui. Perdu dans ses pensées, le directeur Brand déclare qu'en y réfléchissant bien, il a déjà rencontré une personne semblable à Irène auparavant. Une personne aux longs cheveux, avec un talent et une confiance écrasante. Selon le directeur, cette personne avait une personnalité imprévisible. Cependant, cette personne dégageait une aura très différente de celle d'Irène. On voit ensuite Irène, en train de faire des pompes à la salle de sport. Judith arrive à ce moment-là, le regarde en haussant un sourcil et dit que, bien sûr, elle semblait s'attendre à le retrouver en train de s'entraîner. Elle dit ensuite que les leçons d'escrime commencent demain. Qu'à partir de maintenant, ils pourront s'entraîner avec des épées. Irène se relève, la regarde avec étonnement, et lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Ce à quoi la Judith répond maladroitement, qu'elle voulait lui dire quelque chose. Rougissante, elle le remercie, ce qui déconcerte Irène. Elle fronce les sourcils, déclarant qu'elle remboursera définitivement sa dette, que donc il n'a pas à s'inquiéter.
Ce à quoi Irène répond qu'il n'y a même pas pensé. Haussant un sourcil, Judith l'invite à s'entendre avec elle, qu'ils resteront ensemble à partir d'aujourd'hui. Surpris, Irène s'exclame « Hein ». Judith se rattrape en précisant qu'elle lui propose d'être amie. Elle ajoute qu'ils mangent toujours seuls, mais que maintenant ils pourront le faire ensemble. Elle demande ensuite « Tu ne crois pas ?» Irène était sur le point de lui répondre qu'elle aussi mange toute seule, elle ne le laisse pas faire et déclare qu'ils peuvent aussi s'entraîner ensemble avec les épées. Et lui demande si cela lui convient, tout en le frappant gentiment à l'épaule. Grimaçant de douleur, Irène ne semble pas trop partager cette pensée. Son visage devient ensuite super intimidant, lorsqu'elle lui demande de répondre. Ce qui pousse Irène à répondre positivement dans la seconde même. Après quoi, Judith s'en va en agitant la main, disant qu'elle ne le dérangera pas pendant ses entraînements. Elle lui souhaite bonne chance et dit qu'elle va maintenant partir, en utilisant le terme « grande sœur », pour faire référence à elle. Irène lui, tout en se tenant l'épaule encore fumante du cou de Judith, se souvient très bien qu'elle a 3 ans de moins que lui. Il se tient l'épaule douloureuse en souriant et réalise qu'en tout cas, il a un bon pressentiment. On retrouve ensuite les étudiants de l'académie dans une grande pièce remplie d'armes, on peut y voir Irène qui est en compagnie de Judith. Irène lève les yeux avec surprise, alors que Judith était en train de lui demander s'il a déjà entendu une chanson. Elle prononce alors les paroles « Tortue, si tu fais tomber ton épée, je te grillerai et je te mangerai ». Irène répond par la négative, il dit entendre ça pour la première fois. Les garçons du groupe de Lloyd la regardent avec confusion, l'un d'eux remarque qu'elle a changé et demande si c'est vraiment la même personne. Il demande ensuite à Lloyd s'il ne trouve pas cela étrange. Il demande si elle n'est pas devenue timbrée après s'être presque noyée. Judith, elle, reste dans son délire, en riant, elle demande si Irène ne connaît vraiment pas cette chanson. Elle redit à nouveau les paroles de la chanson à Irène, mais celui-ci montre de plus en plus son embarras tout en rigolant. Voyant cela, un des amis de Lloyd s'exclame qu'il en a des frissons. Lloyd regarde attentivement les jeunes gens, réalisant qu'il y a une chose qu'il trouve étrange. Il voit Ilia dans la foule et remarque qu'elle et Irène se sont éloignés l'un de l'autre. Il se demande s'il s'est passé quelque chose entre eux. Tapant du pied, une personne demande l'attention de tous. Croisant les bras sur sa poitrine, on peut voir que c'était l'instructeur aux cheveux rouges. Il dit ensuite que comme tout le monde le sait, les cours d'escrime commencent aujourd'hui, qu'ils sentiront le résultat des 4 mois d'entraînement passés. L'instructeur ajoute qu'à partir de maintenant, tout le monde pourra manier librement une épée pendant 2 heures. Leur disant de choisir l'épée en bois qui leur plaît avec la supervision des instructeurs présents. Les jeunes se mettent alors à choisir des épées, certains n'arrivent pas à faire un choix. Judith balance son épée avec admiration et remarque un changement, car avant, quand elle balançait aussi fort son épée, elle n'arrivait pas à garder son équilibre. Les enseignants se tiennent, souriant. Il semble qu'ils ne les aient pas seulement rendus plus forts et plus résistants. En balançant l'épée, Lloyd pense que, bien que l'épée soit en bois, il se sent complètement différent par rapport à avant. Il pense avoir suffisamment progressé pour pouvoir clairement le ressentir. Soudain, le regard méfiant, il prête attention à quelque chose. On voit alors les jambes d'une personne marcher. D'autres étudiants semblent également interpellés par cette personne, tournant tous leur regard dans la même direction. Il semble que ce soit Irène, qui en marchant passe derrière Ilia, qui se met également à le regarder. Irène s'arrête ensuite brusquement, ne faisant plus aucun pas. Irène s'est arrêtée devant une énorme épée, et se met à la regarder attentivement sans rien faire. Une fois décidé, il l'enlève ensuite soigneusement du mur. Il le prend dans ses mains, l'examinant attentivement avec un regard sérieux. Étant présent dans la pièce, le directeur Bran sourit en le regardant. Irène décide alors de prendre un grand élan, afin de balancer son épée. Il exécute alors son mouvement, créant un grand courant d'air. Les autres élèves le regardent bouche bée, même Lloyd semble également surpris par son mouvement. L'un de ses amis, choqué, affirme qu'il n'y a rien de si spécial à cela. Il demande ensuite, n'est-ce pas? Regardant le garçon avec étonnement, l'instructeur aux cheveux rouges le trouve un peu rigide. Celui aux cheveux verts conclut que sa posture était un peu imprécise, mais se rapproche tout de même de la posture standard de maniement d'une épée. Ilia regarde ce qui se passe sans rien dire, les yeux grands ouverts. En riant, un des amis de Lloyd déclare qu'il a entendu dire qu'Irène n'avait jamais pratiqué l'escrime auparavant. Et un autre suggère qu'il a décidé de prendre la plus grosse épée pour paraître cool. Les sourcils froncés de Lloyd sont visibles,
ce spectacle ne semble pas lui plaire. On le voit ensuite avancer, surprenant les personnes autour de lui, qui s'exclament « Seigneur Lloyd ?» Judith le regarde, interrogative, se demandant « Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Lloyd s'approche d'Irène, avant de l'appeler par son nom, Irène Pereira. Irène, en entendant son nom, se retourne confus. Lloyd pointe ensuite son épée en direction d'Irène, avant de le défier en duel. Tout le monde est totalement choqué par cela. L'attention de tout le monde semble absorbée par cette scène. Irène est désemparée, il ne comprend absolument pas ce qui se passe. Se retournant, il jette ensuite un regard vers une certaine personne. Le directeur Bran le regarde avec une expression neutre, comme pour dire à Irène qu'il était libre d'accepter ou non. Baissant la tête, Irène reste silencieux. Fronçant les sourcils, il déclare avec détermination qu'il accepte le défi.